Salut mes petits trous de verre et bienvenue dans The Marvel Initiative. Nous sommes les frères Maxissoff. Salut Sofiane, salut tout le monde. Et nous sommes de retour pour revisiter le MCU pour la dernière fois, on l'espère. Ah, c'est la bonne, c'est bon, celle-là. on le fera plus après. Hein. Et surtout la saga Thor, actuellement, avec donc ce film Thor, The Dark Thor, qui est réalisé par Alan Taylor. Ça fait beaucoup de or. Et tu attendais ce film que tu n'as vu qu'une fois À sa sortie, oui, parce qu'on était, pour mettre dans le contexte, on est quand même 2 films après Avengers, donc on est encore dans une espèce de hype autour du film, autour d'Avengers, qui a créé une espèce d'émulsion autour du MCU. Donc moi, c'est un film que j'attendais, même si c'était pas celui que j'attendais le plus du MCU, on est d'accord, hein, mais une vraie attente. Et après l'avoir vu, je ne l'avais jamais revu avant le revisionnage pour cet épisode. J'ai vu le film sur les Torbox, il se fait dégommer. Ouais, mais il a une très mauvaise réputation, alors qu'en le revoyant, c'est vraiment pas. Il est plutôt moyen. Et je dirais même que c'est loin d'être le pire, alors qu'il est souvent classé. Il est plutôt moyen qu'autre chose, en fait. Ouais, et même moyen, en fait, c'est presque la vraie origin story. Enfin, pas origin story, mais première vraie aventure de Thor, quoi. Ouais. Non, il n'y a pas. Je me rappelle que même moi, j'avais une haine profonde envers ce film, mais c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de films que ça dans le MCU. Donc, c'était plus facile de le mettre tout en bas. Plus mauvais, comme Iron Man 2. qu'on disait que c'était la plus grosse merde possible, et ensuite les gens ont dit ça avec Iron Man 3, et puis maintenant quand tu les regardes, tu te dis ils étaient pas si mauvais que ça, quoi. Quand tu compares aux vrais mauvais films qu'il y a eu depuis Doomsday par exemple, il y en a eu quand même quelques-uns. Ah oui, des pires que The Dark World, hein. Ouais, voilà. Clairement, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'à l'époque de sa sortie, c'était facile de le foutre tout en bas, quoi. Ouais. C'était pas compliqué en tout cas. Avant de le relancer, je me suis rendu compte que je l'avais quand même vu pas mal de fois à l'époque. Ah ouais. Et je me disais, c'est sûrement parce qu'on avait tellement peu de films du MCU qu'on les re-regardait. C'est pour ça qu'aussi, pareil, les X-Men de la Fox, je les ai vus pas mal de fois. The Dark Knight, toute cette époque-là. Alors que maintenant, quand un film de super-héros ressort, j'ai pas forcément envie de le revoir. Ou... Non. Quelques exceptions près, mais... Depuis Doomsday... Il y a The Batman qu'on a revu quand même. Ouais, voilà, mais c'est Batman en même temps, tu vois. Oui. Mais sinon, regarde, j'ai tout ce revu qu'il y a eu dans le Fantastique. DCU, tout ce qu'il y a eu depuis Doomsday, il n'y a pas beaucoup de trucs que j'ai eu envie Depuis de revoir. Endgame. Depuis Endgame, pardon. Il n'y a pas beaucoup de trucs que j'ai eu envie de revoir. Par exemple... Moi, il y a Thunderbolt que j'ai eu envie de revoir, et... je ne l'ai pas revu. Non. Le Strange 2... et 4 Fantastiques. Je pense que c'est les seuls que j'ai vraiment eu envie de revoir. Tu vois, même Black Panther 2, qu'au final, j'ai pas trop détesté que ça. Attends, il y a un problème là. Attends. Non. Audacity a craché. Ah mince. Désolé les amis, on a été coupé à cause d'un petit problème technique et on était en train de raconter qu'à cette époque-là, donc depuis la sortie d'Endgame, le peu de films qu'on avait envie de revoir, moi personnellement, c'était donc que j'avais revu, c'était Strange 2, Thunderbolt et les 4 Fantastiques. Et que justement, j'étais en train de dire quand ça coupait que un film comme Black Panther 2, c'est un film que je serais curieux de revoir, mais que j'arrive pas trop la motivation de revoir, quoi. J'ai voulu le regarder, mais il était déjà 23h. Il est long en plus. Et je me suis endormi, ouais. J'ai oublié de le finir, mais bon, comme on finira par le faire dans le podcast, je me suis dit, ça sert à rien de le revoir. Il y a peut-être aussi un peu de ça, mais... quand tu vois tous les projets qui ne mènent nulle part dans le MCU, en fait, c'est ça le truc aussi. C'est que là, Thor The Dark World, c'était quand même le deuxième Thor où on pouvait se dire, au final, qu'est-ce qui fait que Thor est plus intéressant que les autres ou qu'il mérite d'avoir une saga, une trilogie ou je ne sais quoi. Et le 2 ne nous donne pas vraiment de grosses réponses. C'est soit tu adhères à cet univers, soit tu n'adhères pas et... Au final, c'est pas, ça devrait être original, le côté dieu nordique, etc. Il devrait y avoir quelque chose qui les sépare vraiment. Mais au final, on dirait que c'est un peu des acteurs qui jouent au théâtre Shakespeare plutôt que, je sais pas, un vrai monde où tu as vraiment l'impression qu'il y a des gens qui vivent là et surtout qu'il les sépare un peu des humains, c'est-à-dire que dans les comics, par exemple, il a sa propre manière de parler de l'ancien anglais, du vieil anglais shakespearien, justement, avec sa propre typo. Et c'est ça qu'on aurait aimé voir, plus un vrai monde différent, mais en même temps, au début du MCU, ils faisaient tout pour que tout soit réaliste. Ouais. Et donc, ils t'expliquent que la science et que tout ça, c'est entremêlé. Maintenant, ils s'emmerdent plus. Ils disent c'est de la magie. Et voilà. Voilà, il n'y a plus de tout ça. Et je pense que Guardian, justement, a permis d'ouvrir les portes à des
à des mondes différents, des mondes vraiment qui sortent du lot, qui sont pas... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les Gardiens est teasé dans ce film-là, donc tu as un peu un passage de témoin entre l'ancien MCU et Ouais, et c'est réalisé par Gunn en plus, la scène. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, on a ça et heureusement qu'il y a eu Guardians après Thor The Dark World parce que tu pouvais te dire, bon, bah, le MCU, en fait, ça va être des films moyens et voilà. Et puis il y avait un souffle nouveau avec une vraie envie de faire de la SF fun, Ouais. comme avait pu le faire Star Wars quand c'est arrivé. Et les Gardiens ont souvent été comparés à Star Wars dans le côté SF un peu fun, justement, et assez accessible au grand public. Et c'est vrai que ça marche super bien. Et il y avait besoin de ce coup de frais, ouais, clairement, parce que c'est vrai qu'avec Thor 2, même si je l'ai un peu revu à la hausse sur certains points et il m'a surpris par d'autres aspects, c'était important dans l'histoire du MCU, on le verra avec Endgame, hein, qui va repiocher dans ce film, et ça avait d'ailleurs surpris tout le monde, parce que c'était clairement pas le film sur lequel on pensait compter dans Endgame, parce qu'on pensait tous à du retour dans le temps, à revisiter des moments, mais alors, Thor 2, c'était une grosse surprise pour le coup. Et moi, ça m'avait presque handicapé parce que l'ayant vu qu'une fois, c'était très flou dans ma mémoire et je me souvenais plus trop des scènes, quoi. Donc les scènes qui revisitaient, je les ai même plus trop en mémoire, quoi, pour te dire à quel point c'était pas le film marquant du MCU, quoi. Non, c'était pas un film marquant, mais en même temps, je pense qu'il méritait pas d'être. Mais il est injustement traité, ouais. Haï comme ça, complètement comme il peut l'être aujourd'hui. Donc adieu Kenneth Branagh. Adieu. Et c'est Dutch Angles. Ouais, on a eu une petite minute de silence pour les Dutch Angles. Il voulait revenir, lui, il voulait revenir. Bah, il a expliqué qu'il voulait revenir, mais qu'au final, ce qui le perturbait, c'est que s'engager sur un film Marvel, ça prend quand même beaucoup de temps, et il avait envie de se consacrer à d'autres projets, ce qui s'entend, et il a expliqué plus tard que lui, ce qu'il voulait faire, c'était vraiment sa trilogie, et sa trilogie, il l'a eu plus tard, quoi. Non, c'est surtout que, apparemment, bon, ils lui ont expliqué que le contrôle créatif serait pas trop là. Et en plus, il voulait que le film sorte très rapidement, alors qu'il avait à peine un scénario à cette époque. Et avec beaucoup plus d'effets spéciaux que le premier. Avec beaucoup plus d'effets spéciaux à gérer, ce qui n'est pas forcément la spécialité de Kenneth Branagh. Clairement pas. Et donc, je peux comprendre qu'il n'ait pas eu envie de se lancer là-dedans. Ça s'entend complètement qu'il soit allé voir ailleurs. Il y en a d'autres qui se sont cassés les dents sur ce film. Hein, donc... oui, il y a une belle liste. Ouais. Le film est coécrit par 5 personnes différentes. Donc déjà, ça donne un peu le ton quand même. On a Christopher Yost qui a coécrit Ragnarok et bossé sur The Mandalorian. Et il a aussi, c'est un mec qui a écrit des comics aussi. Il a écrit pas mal de X-Men, du Avengers. Il a beaucoup bossé sur X-23. Je sais même pas s'il n'est pas co-créateur du personnage. Mais en tout cas, il a beaucoup bossé. Enfin, pour renouveler le personnage de X-23, ça c'est sûr. Et il a aussi fait beaucoup dans l'animation. Il a fait The Mightiest Hero of Earth. Qui est une série d'animation des Avengers qui était super cool. Ah, la série là ouais, ok, ça me dit quelque chose. Ouais. Je crois que j'ai regardé quelques épisodes et c'est vrai que c'était sympa, mais c'est pas. Franchement, c'est plutôt pas mal dans l'utilisation des arcs des comics. Il y a des bonnes choses. Et sinon, il y a Christopher Marcus et Stephen McFeely qui sont les deux cerveaux du MCU. On en a parlé parce qu'ils sont derrière tous les Captain America, ils sont derrière tous les derniers Avengers. Et c'est d'ailleurs le succès du premier Captain America qui les fait empiler sur celui-là, quoi, parce que. Avec Kevin Feige, ça avait bien matché en termes de conception et de vision du MCU. Et il y a Don Payne aussi, qui a coécrit le premier film et qui est décédé 8 mois avant la sortie de Thor 2. Ouais. Robert Roda, qui a écrit Le Soldat Ryan, Le Patriote, et pas grand-chose d'autre. D'accord. Et qui s'est retrouvé donc sur ce film. C'est marrant, ça. Voilà. Et la surprise du chef, c'est que Joseph Whedon a servi de script doctor sur ce film. J'ai vu passer ça. Apparemment, il venait en hélicoptère pendant le tournage. Il débarquait comme ça. Dès que les scénaristes ou le réalisateur avaient un problème au niveau de l'histoire, ils appelaient Whedon, qui vraiment, à l'époque, était quand même crucial dans la formation du MCU. C'est-à-dire qu'il n'était pas juste là pour Avengers. Ils avaient quand même lancé Agents of S.H.I.E.L.D. à la même époque avec Whedon. Donc, ils étaient partis pour avoir quand même une relation durable avec... Puis au final, ça a explosé. Mais tu vois, c'est marrant que Whedon ait servi de script doctor sur Thor 2, sachant comment il l'utilise dans Avengers 2, quoi. Il s'en débarrasse, quoi. Moi, ma théorie, c'est qu'il a écrit tous les reshoots avec Loki. Ah bah de toute façon, Loki a été beaucoup rajouté au reshoot, visiblement. Parce que Loki, quand j'écoute les dialogues du film, je reconnais la patte Whedon au niveau de Loki. Ouais. Il y a une continuité en tout cas avec Avengers 1. Il ressemble beaucoup plus à celui d'Avengers qu'à celui de Thor. Du premier il n'y a Thor, pas photo. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment un petit con dans ce film. Ah oui. Que dans Thor, il est un peu plus subtil. Dans le premier, il n'est pas forcément...
il est un peu plus vulnérable aussi. Ouais, parce qu'il découvre son identité. Oui, alors que là, c'est vraiment c'est le petit con de Loki, là, tu vois. Il a à son plein potentiel, au final, exactement. dans ce film. Et là devait être la méchante du film, mais Ike Perlmutter, qui toujours là, qui gérait Disney, en tout cas la branche Marvel de Disney à cette époque-là, il s'est opposé à sa présence, car comme d'habitude, il pensait que les jouets avec des personnages féminins ne se vendraient pas. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu Ella avant et qu'on a quasiment eu aucun personnage féminin vraiment à cause d'un seul mec, quoi. Ah oui, une fixette terrible. Ouais. Post-Trump, je pourrais voir quelqu'un commencer à faire ce genre de choses de nouveau. Oui, en tout cas, ça serait moins choquant que ce qu'il faisait à l'époque, mais à l'époque, c'était pas connu qu'il le faisait, donc en fait... À l'époque, il faisait un peu dinosaure. C'était un des derniers à dire moi, je veux pas qu'il y ait des femmes dans mes films et tout. Et donc, il y a eu un vent libéral, on va dire, à Hollywood, qui a fait que d'un seul coup, c'était l'inverse, avec des films comme le Ghostbusters féminin qui avait énervé tout le monde, tu vois, ce genre de choses. Il y a eu le Ocean. Il y a eu Ocean, voilà. Il y a eu The Marvel, c'est aussi un bon exemple, tu vois, où il y a bien plus récent. trois personnages féminins, tu vois. Et de nos jours, on retourne un peu à ce côté... il faut que ça redevienne un truc de mec, tu vois. On entend de plus en plus ça. Post-Trump. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus... un retour au virilisme. Ouais, je suis sûr que si tu regardes les mauvais youtubeurs, tu vois, si tu regardes certains youtubeurs, ils vont te dire « Ah, Perlmutter, en fait, il avait pas tort. » quoi, tu vois. Je sais pas. Je suis sûr. J'espère qu'il y en a pas. Et Brian Kirk, réalisateur de Game of Thrones, s'est approché, mais c'est Patty Jenkins qui, à l'origine, qui a signé plusieurs mois. Réalisatrice de Wonder Woman. Ouais, Par la suite, elle est partie voir la concurrence. Elle a eu son propre succès, en tout cas, sur un des deux films. Et elle commence donc à travailler sur le film avant de quitter le bateau pour différents créatifs. Le fameux, voilà. Et en fait, elle voulait raconter une histoire d'amour à la Roméo et Juliette avec Thor et Jane. Donc deux êtres impossibles. Il doit rester des bribes dans le scénario quand même. Ils ne peuvent pas être dans le même monde. Et elle n'a pas eu de contrôle créatif du tout, en fait. Voilà. Donc elle s'est vite rendu compte qu'il y avait, comment il s'appelle, le board of exécutif le Creative Committee. Ouais. Creative Committee, qui sont en gros 5 ou 6 mecs qui ont bossé sur les comics. Donc j'imagine qu'elle la direction de Marvel, quoi. Au final, le fait qu'elle soit tombée sur Wonder Woman, c'est quand même une meilleure chose pour elle. Ah bah totalement, et puis en plus de ça, à ce moment-là, elle n'avait pas encore fait Wonder Woman et elle sortait du circuit vachement plus indé. Son premier film, Monster, je crois c'est. Ouais, ça n'a rien à voir avec des films de super-héros. On n'est pas là-dedans, mais c'est un peu le moment où Marvel va aussi commencer à faire ça, tu vois, aller chercher des gens un peu à la marge. C'est les premières bribes de cette marque-là de fabrique de jeunes auteurs qui ont 1 ou 2 films qui ont marché en festival bien cinéphiles et qui sont récupérés avant d'être trop... Monster, il y a quand même eu des Oscars. Donc... Ah oui, non, mais c'est ça. Non, mais ça venait du circuit indé, quoi. On n'est pas sur une grosse production Monster américaine. Monster a quand même été... avec un nom très connu, quoi. Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Et Nathalie a menacé de quitter le projet quand Jenkins est partie, parce qu'elle avait limite l'intention de revenir, justement, parce qu'on lui a dit que Patty Jenkins était là. Donc j'imagine qu'ils ont dû payer Nathalie un peu plus cher. Voilà. Hiddleston a proposé ses services. Ouais. Il a dit je peux réaliser si vous voulez, ha ha ha. Et ils ont dit non. Un move très Loki. Alors que je pense que lui, il a dit ça comme une blague, mais en même temps, je pense qu'il était un peu sérieux. Il n'a pas réalisé de film depuis. Si, je crois qu'il en a fait un. Il me semble qu'il avait fait un film. Ça me dit quelque chose. Et ensuite, 2 autres réalisateurs de Game of Thrones sont approchés. Donc, de toute façon, Game of Thrones est très présent autour de ce projet. C'est très intéressant à voir parce que tu sentais que l'ami Kevin, il ziotait sur ce qui marchait à ce moment-là pour aller récupérer des talents aussi. Quoi. Donc il y avait Daniel Minahan et Alan Taylor qui finira par hériter du job. Alan Taylor, c'est une légende de la télé, mais surtout du monde HBO. HBO, c'est vraiment un auteur HBO. Ouais. Les Sopranos, certains des meilleurs épisodes d'ailleurs qui ont gagné des Emmy. Oz, Sex and the City, 6 Feet Under, Carnival, Deadwood, Rome, Boardwalk Empire et dernièrement House of the Dragon. Donc pas mal. Ah oui, je pense que c'est un CV que beaucoup de gens aimeraient avoir. Et en dehors d'HBO, c'est Mad Men, Lost et The West Wing. Et quand même. Bon, ça va. Ouais, franchement, ça va.
Par contre, Oui, au cinéma, ça marche pas. non, c'est pas la même histoire. Non. C'est pas la même histoire. C'est le pire Terminator. Hein. Je pense que Genesis est le pire Terminator. Ouais. Sans aucun doute. Ouais. et un film prequel des Sopranos qui était à peine un film. Et, C'est pas à choisir. Je préfère revoir ça que ouais. que l'autre film, quoi. Oui, moi aussi, je préfère. Mm. En même C'est temps. pas offensant, quoi. Ah, ça dépend. Hein. Ouais, pour toi, c'est plus. Ouais, non, t'as- il t'as y a plus- des choses qui m'énervent, il y a des choses que j'aime bien, et je me dis ça aurait dû être un pilote pour une série. Ouais, non. Mais il y a du bon quand même. Il y a du bon, les acteurs, il y a des bonnes choses par-ci par-là, mais ouais, c'est pas assez, quoi. Et c'est Ouais, c'est pas avec la réalisation que ça s'est. Mais c'est surtout que c'était dispensable, je pense. Mais... Oui, complètement. C'est David Chase qui a voulu prendre un dernier chèque. Alan Taylor a depuis déclaré qu'il était très déçu par le produit final, car il a été interdit d'entrer dans la salle de montage. Ouais, quand même. Et donc, il savait même pas à quoi ressemblait la final cut du film. Alors, il dit que le film qu'il a filmé n'avait rien à voir avec, le produit final. Je vois pas trop à quoi ça pouvait ressembler d'autre, mais... Par exemple, la fin avec Loki a été rajoutée ça très se tard. sent de toute façon. Ouais. Tous les Ils avaient ajouts fait de Loki, des tests audience, là, et Loki était censé être mort. Et les gens ont dit non, on n'arrive pas à y croire que Loki est mort, donc ils ont décidé d'ajouter la dernière scène, qui au final sauve limite le film. Ouais, un peu. Un peu. Hein. En termes d'enjeu, c'est quand même un peu plus intéressant. Et c'était pas censé exister, quoi. Mmh. Tu te rappelles de Loki au Comic-Con quand même? Bien sûr. Avec ça avait fait parler, ça. Ah, c'était fou, ça. Loki qui était arrivé au Comic-Con, enfin Hiddleston. En costume. Je crois que c'est un peu le seul avec Robert Downey Jr. qui avait ce star power de pouvoir se pointer en costume comme ça. Franchement, ouais, c'est les deux qui avaient vraiment la hype du public. Ouais. Hein. Même un Chris Evans, que j'adore, tu vois, était clairement en dessous. Maintenant, il a cette hype, mais à l'époque, il l'avait pas. Ouais, mais il se pointerait pas déguisé en Captain America, tu vois. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, Hiddleston et... Il assume le costume, quoi. Hiddleston et Downey, ils ont pas une image lisse comme Hemsworth ou Evans. Ils ont un côté un peu plus... un peu coquin, tu vois. Plus malicieux. Plus malicieux, voilà. Donc, ça fait que niveau charisme... En fait, ça repose pas sur... Hiddleston est quand même très beau, mais... Ça repose pas sur un physique classique à la Evans ou Hemsworth, tu vois, les Robert Downey Jr. par exemple, qui est après, même tu pas vois, très c'est grand, pas illogique non plus que ça soit eux deux, dans le sens où si tu prends le MCU à cette époque-là, on n'a pas encore Thanos, on n'a pas tout ça. Le personnage principal du côté des gentils et du côté des méchants, c'est Iron Man et Loki. Donc les deux sont super bien castés et les deux portent leur personnage et font que ça marche. Ouais. Et on leur doit beaucoup quand même à ce niveau-là. Thanos arrive dans le film d'après. Ouais, mais c'est pas encore le vrai Thanos, tu vois. On est encore sur. Ouais, mais c'est quand même lui le méchant principal du film. Il prend vraiment la casquette de vrai méchant. Oui. En fait, Carter Burwell a été engagé pour la musique et il s'est fait virer. Ou alors il s'est barré, quoi. Il y avait vraiment eu beaucoup de mouvements sur. Et Alan Taylor aussi, c'est à ce moment-là qu'en fait ils ont un peu claqué la porte au nez d'Alan Taylor, donc dans la post-prod. Et il y avait même des gens qui disaient qu'Alan Taylor allait être écarté et ne même pas être crédité comme réalisateur du film. Quoi. C'est ouf. Et donc, tu disais qui a fait la musique, excuse-moi? Brian Tyler, qui avait fait la musique d'Iron Man 3, notamment. Donc, on était vraiment dans une continuité d'un compositeur qui avait déjà travaillé avec Marvel et qui, du coup, poursuivait, qui reprend un peu le premier thème. Je trouve la musique, d'ailleurs, meilleure dans celui-là que dans le premier, mais... Ouais, ça va, c'est pas. Il n'y a rien de mémorable. Ouais, honnêtement, classique. Le thème de Thor, c'est vraiment. Super-héros vraiment totalement classique. Le 3 réinventera un peu la musique de Thor et fera du bien. Un budget entre 150 millions et 270 millions. Avec les reshoots, ouais. Donc, faut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a quand même. Je pense que c'est. Quand même 120. Je pense que. Pourquoi personne n'est sûr du budget à tel point? 150, 270? Ouais, 150, c'est le projet de base. Quand il a été annoncé en mode c'est à peu près le budget qu'il y a pour le film. 270, c'est... Moi, j'avais du 170, tu vois, donc ça a encore augmenté. Ouais. Et si ça a monté avec ça, c'est les reshoots. Parce que si tu dois reprendre Tom Hiddleston et Chris Hemsworth pour faire des reshoots, ça fait du pognon. Hein. D'ailleurs, Chris Hemsworth qui s'est laissé pousser les cheveux pour ce film, donc il n'a pas de perruque et il n'a pas les sourcils teints. Enfin. Et donc, il est quand même vachement mieux dans le rôle. Il campe déjà vachement mieux le personnage. Ouais, c'est pas distrayant d'avoir... Ouais, c'est pas parasitant pour les yeux, parce que c'est vrai que moi, en voyant le premier film, c'était quand même difficile. Hein.
Surtout quand tu as l'image que tu as de Thor maintenant, qui est barbu, mais plus du tout de la même manière, avec les cheveux courts, limite tailladés, un œil en moins. Ouais, on a retrouvé un depuis. Mais... Ouais, c'est la dernière fois qu'on a Thor avec les cheveux. Non, dans Love and Thunder, il a de nouveau les cheveux longs. Ouais. Autant pour moi. Et au box-office, 644 millions. Donc ça finit 10e film de l'année. Ok. Juste derrière Man of Steel. Mais loin derrière Iron Man 3, qui a tapé le milliard. Ouais. Mais c'est quand même, je trouve, pour Thor 2, 667 millions, c'est quand même pas vilain. Ah, mais c'était le MCU était très. C'est à partir de ce moment-là que presque tous les films vont cartonner. Ouais, on est en hype post-Avengers 1. Hein. Les Américains lui ont donné 67% pour la critique, de critiques favorables, et 74% pour le public. Ouais. Et Allociné, 2,8 pour la presse et 3,4 pour le public. On est plus indulgent en France. Par contre, c'était sur Letterboxd. Je vais regarder encore à nouveau parce que... Après, c'est vraiment Letterboxd, les films Marvel, vu que c'est quand même un réseau social autour du cinéma qui est quand même vachement orienté cinéphile, les films Marvel en général, ils se font descendre. 2,3 et tu vois que personne ne lui a donné 5 étoiles. Ouais, mais ça m'étonne pas. Il n'y a pas de fan. En même temps, un mec qui met 5 étoiles à Thor 2, faut en vouloir. Ou une femme d'ailleurs. Le premier, il avait fait 449 millions, donc en soi, c'est quand même... Ça gagne, ouais. Mais après, il a coûté beaucoup plus cher, du coup. Ouais, donc, non, je pense ça a relativisé aussi. Je pense qu'ils ont dû perdre quand même plus d'argent avec ce film. Parce que je sais même pas si ça prend en compte le marketing. De toute façon, il n'est jamais pris en compte. Donc, Il y a plein de millénaires, sa mère, Malekith et ses Dark Elves de Labor veulent détruire les mondes avec l'éther, une sorte de substance visqueuse. J'aime bien leurs masques. Ça fait un peu Zelda, Majora's Mask. J'aime bien juste les masques. Ouais, les prothèses maquillage sont vraiment pas mal. Ça marche plutôt bien. Mais apparemment, toute l'armée de Malekith est en image de synthèse parce que leur costume ne leur permettait pas de faire des mouvements. Donc au final, ils ont dû... et je pense qu'ils ont dû filmer des scènes avec les gars en costume avant de se rendre compte qu'en fait, ils pouvaient pas se battre, quoi. Ils nous ont fait une Batman. Et donc, effets spéciaux. Donc, c'est aussi pour ça que le film a peut-être coûté cher. Ouais. Le film a énormément d'effets spéciaux. Hein. Ouais. Dès cette première scène, d'ailleurs, qui est une énorme bataille galactique, presque. Ouais, c'est Lord of the Ring. Ouais. J'aurais même dit Warhammer, tu vois. Moi. Ouais, c'est dans ce genre-là, quoi. Sauf que ça donne pas forcément envie de voir le reste comparé à Lord of the Rings, où là, il y avait quand même un peu plus de contenu. Malekith, qui est donc rentré dans la liste des méchants oubliables. C'est dommage, parce que c'est un super acteur. Hein. C'est un super acteur, mais est-ce que tu savais qu'il avait failli être incarné par Mads Mikkelsen, qui avait signé à l'origine et finalement, à cause d'Hannibal, il n'a pas pu le faire. Ça. Et sinon, c'était Benedict Cumberbatch. Oh, waouh! Donc les deux acteurs de Doctor Strange qui auraient pu jouer Malekith. Heureusement pour lui. Ça aurait été vraiment sous-exploité. Mads Mikkelsen comme. Ouais, après tu peux dire, ils étaient tellement maquillés, etc., qu'on peut les recaster dans un autre rôle. Ça passe, je pense. Mais imagine Cumberbatch aurait pu ne pas jouer Doctor Strange parce qu'il a joué ce rôle complètement oublié. Je vois plus personne d'autre que lui, j'avoue, dans le rôle, moi. Et donc, c'est Christopher Eccleston qui est choisi, qui a joué surtout le 9e Doctor Who, puis pas mal de séries télé aussi. Il a fait quand même. Leftovers. Des sacrées séries à son palmarès, quand même. Voilà. Il n'a pas du tout aimé jouer Malekith, parce que beaucoup de maquillage, et il a dû apprendre une fausse langue aussi, parce qu'il parle presque... Pas facile à jouer, pas facile à jouer. Et Marvel ne l'aurait pas prévenu qu'il y avait autant de maquillage à faire et que le tournage allait durer aussi longtemps et qu'il y aurait des reshoots et pris de court, comme ça qu'en fait il savait pas comment ça doit être son premier vrai grand film. Oui, parce qu'il avait fait c'est pas Petit meurtre entre amis. Ça c'est vieux ça. Si le film de... Je sais plus si c'est dans ce film-là, mais bref. Si, il est là-dedans. Ouais, c'est ça. C'était genre il y a 92 quoi. Ouais. Le cinéma, c'est un peu le seul rôle que j'ai en tête de lui, tu vois. Ouais. Non, il était c'est son premier vrai rôle, c'est dans Petit meurtre entre amis, film de Danny Boyle. Loki est emmené en prison à Asgard, donc on est direct juste après la fin d'Avengers en fait, vraiment dans les minutes qui suivent Avengers. Et il n'a pas l'air d'avoir compris en fait qu'il a failli envahir une planète entière. Et, non. Non.
aucun remords, aucun. Ouais, et puis il se rend pas compte des conséquences, j'ai l'impression. Ouais. Il est pas du tout à cette échelle-là, lui. Non, voilà. Les humains, c'est des fourmis pour lui, j'ai l'impression. Quoi. Mais même pour Odin, hein, il y a un moment où Même Odin, pour il Odin. est vachement raciste avec, Ouais, t'as raison. avec la pauvre Jane. Jane, Ouais, plusieurs fois, il est très raciste avec elle. Il est assez brutal. C'est pour ça qu'à la fin, tu te dis ah, il laisse enfin Thor la rejoindre. Ah, il est sympa. Et en fait, non, c'est Loki. Et puis surtout, à chaque film, t'entends un peu plus le background de Odin et tu te dis, mais en fait, c'est une sacrée pourriture, C'est ce une mec. pourriture, quoi. mais juste film en le film, fait hein. que la seule fois où il est sympa dans le film, en fait, c'est Loki. C'est C'est drôle. complètement voulu. Parce que c'est Loki qui manipule C'est Thor ça. en lui faisant croire. Voilà, c'est ce que tu veux entendre de la part de ton père. C'est pour te dire à quel point C'est Loki une il est dans super la idée. tête de Thor. Il sait exactement quoi dire à Thor, à quel moment. Il sait jouer avec lui. Mm. Il devrait y avoir une relation un peu plus Batman et Joker dans le sens où Thor le tabasse à chaque fois. Parce que Loki se fait pas. Le peu plus Joker, punching tu ball, peux être sûr qu'à la fin, Il va prendre une patate. il va se prendre une il aura les dents patate. cassées. Voilà. Et Loki, il se prend pas assez de patates de mon point de vue. Ça le calmerait un peu de se Ouais, prendre c'est plus vrai. de patates. Il se prend une claque dans le film. À un Ouais, moment. tu vois, mais il est passé par Thor et au final, il continue. Par Hulk dans Avengers et il continue. Ouais, hein, voilà, donc, ouais, c'est vrai. Moi, je ferais pas le malin. Non, et ben lui, Ouais. il continue. Bah, voilà, en fait, dans Avengers, c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien, parce qu'à la fin, il se prend une branlée. Ouais. Voilà. Là, il n'y a pas un moment dans le film où Thor, il en colle une. Genre. Ouais, il se fait manipuler tout le film Ouais. par son frère. Ouais, et puis Thor dit, ouais, c'est parce que maman aurait voulu, Ouais. si je te tape. Genre, Les mommy issues. moi, de- j'ai vachement envie de Thor. te taper, mais bon, il y a le fantôme de notre mère, là, elle vient de mourir et tout. Donc, je te taperai pas, mais franchement, j'ai envie, quoi. C'est pas l'envie qui manque, petit frère. C'est qui le plus vieux, d'ailleurs? C'est Thor. C'est Thor, hein. Ouais. Ouais. C'est son petit frère, oui. Ouais, Loki, c'est le petit frère. Ouais. Bah oui, sinon, ce serait Loki qui aurait le trône, donc oui, forcément. Pendant ce temps, Thor, donc c'est juste après Avengers, ça veut dire que Thor vient de rentrer Ouais. et on l'envoie sur une autre planète pour aller se battre tout de suite. Je crois Il que les scénaristes n'avaient pas réfléchi à ça, en fait. Il a même pas fait une pause pipi, le mec. Parti direct. Il l'a fait dans le Tu bac. viens de sauver une planète, tiens, viens sauver une autre. Allez, c'est parti. Après, c'est le rôle de Thor. Hein. C'est un peu comme ça. Il a jamais vraiment le temps de se poser. Tu vois, c'est comme Ouais. Spidey. C'est toujours, ça repart tout de suite, quoi. Mais là, on disait Thierry Lafronde dans l'épisode précédent. Là, c'est Thierry Lafronde, il balance son marteau. Mais c'est ça, il arrive avec ses compagnons. Allez, compagnons, on va bouter. Dans celui-là, c'est pire que dans le On va premier. les bouter. Et c'est là où tu sens qu'ils ont voulu un peu prendre le côté un peu plus médiéval, moyenâgeux Ouais. de Game of Thrones et que ça soit dans les décors ou dans les interactions, la DA de comment fit les personnages entre eux, c'est vrai que c'est assez bizarre. Et en plus, il y a une absence totale de planètes intéressantes. Ouais, Là, c'est vrai. on a la planète forêt, qui est assez normale. Oui. C'est là que vit le japonais. Là, je sais, c'est là. Il lui dit, je vais retourner vivre sur ma planète. Il lui dit à un moment. Et moi, j'ai littéralement fait, on s'en fout. Je dirais même que la planète forêt, c'est planète prairie, quoi. Presque. Ouais, on s'en fout totalement que tu retournes sur ta planète. Tout ça pour nous montrer un plan à un moment dans le film où il voit des trucs se produire. Oui, c'est juste pour ça. Hein. Et- Pour montrer que ça touche Ouais. tous les royaumes. Ah, et puis quoi. pour nous expliquer ce qu'ils deviennent, chacun des. Ouais. Il devient quoi le Gimli? On sait pas, je crois. Ouais, parce que autant le Errol Flynn, là. Bah, il y a eu Recast déjà. Ouais, lui, il a été recast, donc D'Artagnan a été recast, et on le voit attaquer un bateau pirate un petit peu. Recast, Voilà, par la Shazam. dernière fois qu'on le voit, c'est comme s'il attaquait un bateau pirate un petit Mm. peu, il arrive là. Ouais, à l'abordage. Ouais. Et je me rappelle plus ce que Gimli devient, par contre. Gimli. Déjà, on connaît même plus. On sait pas leur nom. C'est tout. Je crois qu'il reste lui. Et alors, il y a le samouraï, Oui. il y a le Gimli, il y a D'Artagnan, ou tu l'appelles comme tu veux, Robin des Bois, si tu veux. Sif. C'est plus Robin des Bois. Et il y a la meuf, voilà. Parce que elle, son seul trait de personnalité. C'est autre chose, quoi. Sif, c'est juste, elle est amoureuse de Thor. Mm. Elle fait la gueule parce qu'elle peut pas avoir Thor. Et en dehors de ça, bah, c'est juste, elle est cool. Elle regardez, elle a l'air cool dans son armure et avec son épée, et voilà. Ils ont aucune Mais je veux dire, caractérisation. Sif, c'est le personnage le plus important de tous dans les comics, quoi. Ouais, et puis si je me trompe pas, dans C'est la la- mythologie nordique, c'est la femme de Thor. Ah bah je même crois. dans les Ouais, comics, ouais, hein, ouais. très souvent, Elle avant Jane Foster. Elle s'appelle pas Jane Foster dans la Non. mythologie nordique. Et Thor sera marié à Nathalie Portman. Vous comprendrez un jour. Il se bat contre un Korg. Oui. Et une armée sans nom aussi. Bah, tu vois, ça, On ne sait pas qui est cette armée, on sait même pas La pourquoi. qui Faceless se bat. Army. Mais par contre, le Korg, c'est toi qui me l'avais rappelé dans l'épisode précédent, mais moi je me souvenais pas du tout qu'il y avait cette Il est plus grand que interaction-là. Korg en tout Ouais, beaucoup plus grand. cas. Ouais. Mais Korg est jeune, je crois. Il n'y a pas un truc comme ça.
Je sais pas quel âge il a, Il me Korg. semble qu'il est Il a une relativement... voix Mais je il a crois une qu'il est voix relativement jeune par rapport à son espèce. Ouais. En tout cas, il fait pas long feu contre Thor, le Korg. Ça, c'est clair. Ah non, c'est pour te montrer aussi le level. Ouais, là, de c'est Thor, une quoi. scène un peu à la Indiana Jones où le mec il se pointe et en fait, il suffit juste de le taper une fois et lui tirer dessus. C'est le sabre et contre c'est le fini. pistolet. Ouais, voilà. Clairement. Et Lady Sif, elle se fait friendzoner, mais C'est terrible sévère. pour elle. Ouais. Et on la voit pas dans le film d'après. Il me semble pas. Il me semble pas, non. On Il me la semble voit qu'elle pas dans revient dans... Ragnarok. Il me semble qu'elle revient dans le 4, mais qu'elle est pas dans le 3. Elle revient dans le 4, ça c'est sûr. Ouais. Mais je me rappelle pas si elle est dans Ragnarok, je pense pas. Mais je crois qu'il y en a... Parce qu'il y a ses compagnons là, ils se font tous buter en un quart de seconde C'est ça. dans le film d'après. Tout ça pour ça au final. Et, ils se débarrassent, tu sens que c'est Waititi qui se dit bon allez on va se débarrasser Ça, des trucs ça de dégage. Kenneth Branagh, là, les petits jouets de Kenneth Branagh qui servent à rien là. Allez hop, Maintenant, on va faire les couillons. voilà. Maintenant on lui donne un Korg et ce sera son meilleur ami. Ça sort de nulle part, c'est pas dans les comics, c'est juste maintenant son meilleur pote, c'est un tas de pierres. C'est le passage des Gardiennes, quoi, Voilà. qui a imposé une autre patte. Parce que là, le Thor qu'on voit là, c'est le même qui un jour jouera à Fortnite avec Korg en train de manger de la glace devant Avec la télé. Un dad... C'est même plus qu'un dad bod à ce niveau-là. Mais c'est le même gars. Hein. C'est juste que dans ce film-là, on est en train d'apprendre pourquoi il finit comme ça. Comment il devient Homer Simpson. Ouais, comment il devient comme ça. Et en fait, c'est la perte de sa mère, la perte L'accumulation de, de Loki. Ensuite, ce sera Odin dans le film d'après. Ensuite, la trahison du fait qu'il a une sœur, il savait pas. Ça ne s'arrête jamais. Il perd son œil. La tragédie. Nathalie Portman le largue à un moment entre les Tout à fait, films en bien plus. sûr. Faut que j'arrête de l'appeler Nathalie Portman. Je vais l'appeler Jane, Jane. quand même. À Londres, justement, il y a Jane qui a un date avec Chris O'Dowd. On est toujours content de le voir. Et là, voilà. Et Darcy s'incruste. Elle a un stagiaire maintenant. Oui. Ce personnage, par contre, ça va pas du tout. Hein. Bah, je trouvais que ça donne lieu à une scène assez drôle où elle l'embrasse comme dans un film romantique, sauf que c'est elle qui l'attrape comme l'homme et lui avec la jambe levée. Et ça, j'ai bien aimé parce que Darcy, elle est petite. De toute façon, il y a une inversion des tropes avec le personnage qui est assez. Ah, mais c'est lui amusant. qui lui sauve la vie quand même. Oui. Donc, au final, je pense que c'est aussi parce qu'il faut que quelqu'un parle à Darcy pendant tout le reste du film. C'est ça. Parce qu'elle est toute seule. Faut lui mettre Howard. Hein. Ah non, mais sinon, elle est toute seule. Ils se disent on a Selvig qui est à l'hôpital psychiatrique, on a Jane qui est pas sur la planète. En vrai, Darcy, Sofiane, entre un mec random Ouais. et Howard, tu choisis qui? Ah, je choisis Howard, Bah mais voilà. Howard n'était pas là. Il apparaît dans le film suivant. Il est même pas encore canon là, C'est vrai. pour l'instant. Donc Selvig, lui, il a attaqué le Stonehenge à poil. Ah, et c'est Selvig qui prend cher dans ce film. Hein. Bah, il est drôle, j'aime. Mais il est en PTSD de ce qu'il a vécu dans Avengers. Ouais, il Après, avait un dieu dans la tête. Pour le coup, c'est assez cohérent qu'il soit un peu pété du casque, quoi. Par contre, Hawkeye, ça a l'air d'aller. Ok, oui. Il n'a pas pété les plombs, il n'est pas devenu. Non, mais Hawkeye, c'est un soldat, lui, c'est un scientifique, un universitaire. Il n'a pas la formation psychologique que peut avoir un Hawkeye, quoi. Après, si ça se trouve, Hawkeye, quand il est rentré chez lui, il s'est mis à poil, il s'est mis à courir partout en hurlant. Et puis, tu vois, Hawkeye, il a une femme, il a des enfants, alors que Selvig, il est vraiment seul. Hein. Ouais, Selvig, c'est dommage, parce que dans la vraie vie, il a genre 3 fils très, très forts C'est vrai. qui pourraient l'aider dans tous ses problèmes. Ça va être marrant, les repas de famille avec les Skarsgård. ça doit être quelque chose. Ouais. Parce qu'il y a l'autre, il y en a un qui aurait pu jouer Thor, d'ailleurs, hein, dans le tas. Oui. Il y a suite ça, Peter, Stellan et le. et il y en a encore un autre. Et hein. je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Peter, Stellan et. Chris Hemsworth, ouais, c'est ça. Ah, il me semble que c'est ça. Il pourrait, hein. Ça pourrait passer. Ouais, il fait peut-être un peu trop australien pour passer comme ça. Il fait pas assez palo, quoi. Il faut Mais- lui couper les cheveux. Mais tu le mets avec l'autre. Comment j'arrive pas à comprendre comment Skarsgård a pu donner lieu à Eric de True Blood, quoi, qui fait 1m95. Physiquement, il se ressemble vraiment pas. C'est les Je me mystères suis de la plaint génétique, ça. Dans l'épisode de Scream 7 de la saga, je me suis plaint du fait que l'actrice qui jouait la fille de Sydney ne ressemblait pas du tout aux deux parents. Et puis là, maintenant, je me rends compte, quand tu vois les Skarsgård, il y en a quand même des portraits différents. Hein, à chaque bien fois, ils sûr. se ressemblent pas trop. Et je me dis peut-être que le facteur était très grand. Je m'aventurerai pas sur ce terrain-là, je respecte trop Stellan. Après, ça se trouve, lui, il est grand et j'ai jamais remarqué. Hein, parce que voilà, Skarsgård, je sais pas, Stellan. Je pense qu'il est plus grand qu'il n'en a l'air. Ah, il fait 1,91. Ouais, quand même. Ouais, Ah, ok, je retire tout ce que j'ai dit sur. la pure génétique logique, du Ouais, coup. ouais, mais je suis content que sa carrière se passe bien en tout cas. Ah bah, il se régale, hein. Ouais.
Je sais qu'on m'a dit d'arrêter de parler de Matrix tout le temps. Ah. Mais tout le passage dans l'immeuble abandonné, j'ai déjà dû le dire dans le premier épisode qu'on avait fait à l'époque avec Océane et Doug, mais c'est complètement pompé dans l'Animatrix en fait. L'Animatrix Beyond, je sais pas si tu vois, l'Animatrix Beyond, où il y a des enfants qui jouent dans un immeuble abandonné, il y a des objets qui disparaissent et qui se téléportent, et il y a un glitch dans la matrice en fait. Et là, c'est abusé parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment copié au détail près. Même le fait qu'il y a des enfants qui jouent dans l'immeuble. Mais je pense que c'est un hommage. C'est pas un hommage, c'est carrément pompé. Ils se sont dit, il n'y a personne qui va remarquer qu'on a... je pense que c'est trop gros pour que ça soit pas... Pour moi, la seule grosse différence, une vraie citation, la seule grosse différence, c'est que ça se passe à Tokyo, donc il y a le côté un peu plus japonais. Sinon, j'ai très bien l'animé en tête, c'est clairement la même chose. C'est la même chose. Ouais. Je me rappelle quand je l'avais vu, j'avais fait, mais c'est chaud. Non, ce n'est pas une lubie de fan de Matrix, là, pour le coup. Non, parce que c'est une super idée. Dans le film, c'est pas forcément intéressant. Ils font pas grand-chose avec. C'est marrant, ils balancent les clés. Ça permet un peu de comprendre qu'il y a une... Ouais, mais je veux dire, quand tu regardes l'Animatrix Beyond, c'est ça va un peu plus loin. Ouais, c'est rêveur, c'est métaphysique, oui. Ouais, c'est plus, ça joue sur tes sens, quoi. Alors que là, c'est juste regardez, on peut balancer une chaussure et elle revient. C'est pas très immersif. Non. Jane est téléportée devant l'éther parce qu'elle met presque sa main dedans, d'ailleurs. On sait pas trop pourquoi elle se retrouve là. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'explications là-dessus. Ouais, c'est pourquoi elle se retrouve à se téléporter pile poil à ce moment-là, alors que pendant tout le reste du film, personne ne se téléporte à cet endroit-là. Parce que à la fin du film, on se retéléporte entre toutes les planètes. Thor est balancé à droite, à gauche sur toutes les planètes. Mais pas une seule fois, il se retrouve à cet endroit-là. Donc pourquoi est-ce que elle, à ce moment-là, s'est retrouvée ? J'imagine que c'est le fait que Malekith s'est réactivé le truc... Mais même pas. Il dormait, Malekith. Ouais, il dormait, Malekith. C'est elle qui le réactive. Et c'est elle qui le réactive. Ouais. C'est la pierre qui le réactive. Oui, t'as raison. Ouais, non, ça n'a pas vraiment de sens. Il n'y a aucune logique pourquoi elle se retrouve forcément... Ouais, non, pourquoi pas Darcy, tiens. J'avoue que c'est un peu une impasse là. Donc les elfes émo et tout, ils sont réveillés. Et en fait, c'est la pierre de réalité. Tout à fait. Donc, qu'on ne sait pas encore à ce moment-là. Ils le disent un peu quand même qu'à l'origine, c'était des pierres. Oui. Et puis on le sait quand on regarde la scène post-crédit. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est avant la scène post-générique, c'est pas nommé comme étant cette pierre-là, quoi. Non. On comprend que c'est un artefact. Ils disent pas encore la pierre de réalité. Ils disent juste c'est une des pierres de l'infini. Ouais, et donc il faut les séparer. Voilà. Thanos, on le voit s'en servir à Nowhere, par exemple, quand il fait croire qu'il est mort, etc. C'est aussi quand il transforme Mantis en spaghetti, ou je sais plus, tu sais, il les transforme en Drax, etc. Voilà, je pense que c'est aussi avec cette pierre-là, quoi. Là, dans le film, on ressent pas du tout que c'est une pierre qui peut changer Mais là, en fait, c'est un liquide en plus, donc on est très éloigné de ça. Ouais. Non, là, c'est un liquide qui va... c'est un virus qui va détruire... C'est l'antimatière, quoi. Ouais, voilà. Il n'y a pas vraiment de corrélation entre la pierre qu'on voit par la suite et ça. Oui, ils ont vraiment rattrapé les En fait, il n'y a aucune raison plus pour tard. qu'il n'ait pas tout simplement mis une vraie pierre de l'infini. Pourquoi est-ce que l'éther doit ça aurait marché de la même manière. Tu la prends dans ta main, tu la touches, tu es en contact avec. Tu es en contact avec, tu es empoisonné. Puis une pierre, ça attire, tu as envie de la prendre dans tes mains. Enfin, oui, non. Non, il t'explique que les mortels ne peuvent pas, par exemple, les humains ne peuvent pas toucher la pierre. D'ailleurs, on te le dit plus ou moins, puisque il n'y a que Hulk qui peut les utiliser. Mais parce qu'il a été irradié, quoi. Ouais. Donc il n'y a que Hulk qui peut vraiment utiliser les pierres, et quand Tony le fait, il meurt. Donc, c'est ça, ça le détruit. Ouais. Donc ils auraient pu facilement utiliser la pierre, qui aurait été un peu plus cool que cette sorte de gougou, là. Ouais, je suis pas très fan du design, j'avoue. Surtout quand tu sais que ça devient la pierre après, tu te dis pourquoi pas l'avoir assumé tout de suite, mais bon. Odin sait tout de suite qu'elle est infectée par l'éther juste en regardant son bras. Ouais, après c'est le dieu des dieux, donc moi ça me surprend pas non plus qu'il... Et donc ensuite il l'emmène dans la bibliothèque pour faire un peu d'exposition, pour lui expliquer d'où vient la pierre. Maintenant on t'explique le plot. Ouais, voilà, on va t'expliquer tout ce qu'on a vu dans le prologue, et tu fais mais on l'a déjà vu dans le prologue, on n'est pas obligé de... C'est trop bizarre. Alors que t'aurais pu garder cette scène-là justement pour ce moment-là et de faire une espèce d'ellipse où tu racontes... ça aurait été mieux incrusté dans le film, parce que Malekith se réveille juste avant. Ouais, dans le timing, ça peut quand même se goupiller, je pense. Ouais.
Loki est responsable de la mort de sa mère, mais ça, on n'en parle pas dans le film, on n'en parle que dans Loki, dans la série, je crois. Dans Loki, c'est sûr, mais est-ce qu'ils en parlent ailleurs ? Dans Thor 3, peut-être qu'il y a un dialogue. Je me souviens plus exactement. Mais ouais, parce que là, c'est lui qui donne les directions Ah bah oui. à la grosse brute, là. Dans le genre personnage que tu Bras pourrais droit trouver du dans méchant. Warhammer, tu vois, on va ouvrir une page de Donjons et Dragons et on va prendre la sorte de première. Pour moi, c'est vraiment brute. plus Warhammer que Donjons Ouais, et Dragons. Là. On est vraiment dans un truc. Il y a presque un côté un peu militaire, tu sais, qu'ils ont armé Faceless Army. Là. Franchement, c'est au niveau des Cara design, enfin tout ça. À part vraiment les elfes noirs qu'on voit, qui eux pour le coup Parce sont... que même Malekith, il est pas. Même quand il a son visage à moitié. Pas trop mal, moi. Parce que c'est ça, hein, dans les comics, il est un peu comme double face de Batman. Il a le visage d'un côté blanc, d'un côté noir. C'est ça. Ça arrive à un certain moment, mais oui, il a ce côté un peu. À chaque fois que je l'ai vu, moi, justement, dans les dessins animés, etc., il avait ça. Quoi. C'est ça. D'ailleurs, on peut faire un petit point Malekith si tu veux. Vas-y. Malekith, c'est quand même loin d'être le plus grand méchant des histoires de Thor. Mais c'est un personnage qui est quand même assez stylé parce que quand il est vraiment bien traité, parce que c'est Stevenson qui l'a créé, qui est le mec qui a un peu redynamisé Thor, on en avait parlé dans le premier épisode, et qui a un peu remis un peu vraiment la mythologie nordique au centre de Thor et essayer de un peu réinvestir tout cet univers-là. Et donc tous les autres univers qu'il y a dans donc Midgard, Asgard, Jotunheim et tous ces trucs-là. Et donc là, ils sont allés chercher plus des personnages justement comme Malekith. C'est un personnage qui est assez intéressant. Il y a des histoires avec Hercule qui sont assez cool. Après, ça reste un sorcier, une espèce de sorcier elfe dont le seul but est de conquérir tous les mondes. Hein. Donc on n'est pas non plus sur le haut niveau en termes de méchants. Mais je conseille, on va en reparler dans pas longtemps pour Supergirl, mais Jason Aaron qui a bossé sur un gros crossover de Marvel qui s'appelle War of the Realm, et dans lequel Malekith, en gros, il a réussi le plan qu'il n'arrive pas à faire dans ce film, sauf sur Terre. Et en gros, la Terre devient un peu le dernier bastion de révolte contre Malekith. Et c'est un super arc avec du Spidey, du très bon Thor, des très jolis dessins. Et ça, c'est un truc que je conseillerais, qui est assez récent et qui sera plus accessible que Malekith au début, quoi. Ouais, parce que là, déjà le côté des elfes sombres, enfin, tu vois, les dark elfes. Là encore, ça fait un peu de cheapos, quoi. C'est sûr que c'est pas plutôt que de leur donner un nom, un nom de race ou un nom de. Non, c'est les elfes, quoi. Alors, les elfes noirs, ouais. Parce qu'il y a aussi des elfes. Ouais, on les voit jamais, les elfes. Non, on les voit pas, les elfes. Les elfes blancs. Mais il y a des elfes noirs qui sont gentils. Hein. Dans les comics Marvel, il y a quand même quelques elfes noirs qui sont pas tous. Ouais, mais même, je trouve que c'est pas intéressant, quoi. Non, c'est pas très intéressant. Les méchants, s'il y a bien un truc dans ce film, c'est que. Mais je trouve que ça aurait été une bonne introduction dans un premier film d'avoir ça. Il n'y a pas un seul truc intéressant avec Malekith. Normalement, il y a forcément des trucs, quoi. Il y a forcément, dans le premier, c'était Loki. Dans le 3, c'est. Et là, elle n'est pas parfaite, hein, loin de là. Mais elle est quand même marquante au niveau du design. L'actrice, elle a des moments quand même assez marquants. Dans Love and Thunder, c'est peut-être un des bons points du film, c'est Christian Bale, même si son personnage est un peu déconnecté un peu du reste du récit, hélas. Il fait tâche parce qu'il aurait sa place dans Thor 2, mais il n'a pas sa place dans Thor 4. En termes de ton, ce que tu dis, il n'est pas dans le même film que les autres. Quoi. Mais ça reste un personnage quand même marquant et intéressant, avec le côté noir et blanc et tout. La Malekith, mais alors il n'y a rien. Même son nom n'est pas marquant. Malekith, c'est quoi ça? T'es dur. Vas-y, dis-moi un truc. Après avoir vu le film, là, dis-moi un truc bien sur Malekith. Le charisme de l'acteur qui l'interprète. Là, on le voit même pas. Il est complètement. Ouais, mais je trouve qu'il le campe bien quand même. Parce franchement, quand tu dois jouer dans une langue étrangère et tout, je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Hein. Une langue étrangère. Une langue qui n'existe même pas. Ils doivent apprendre phonétiquement à dire 3 phrases. Quoi. Oui, mais en fait, tu sais pas ce que ça veut dire, donc c'est. Oui, bon, tu marques un point. Voilà. Venez tous les vendredis au point virgule pour m'écouter faire Jabba the Hutt. Tu pourrais faire un spectacle d'imitation. Juste sur scène à faire Jabba the Hutt. Oh, je l'ai pas bien fait là.
Je pourrais mieux le faire là. C'est parce que je l'ai pas travaillé. Parce que sinon, faut aussi ajouter Salacious Crumb sur son épaule. Ça a réveillé Cooper. Ça a réveillé Cooper. Heimdall détruit un vaisseau avec un couteau. C'est sympa. Il a son moment cool, même s'il ne sert pas grand-chose dans le reste du film. Il a un peu plus à manger que dans le premier film, déjà. En parlant de ça, Heimdall, il dort pas, il mange pas, il va pas aux toilettes. En fait, il y a personne pour le remplacer. On nous explique que là, en fait, c'est parce que Odin lui a dit allez, dégage, en gros. Mais sinon, il est tout le temps là. Oui. Comment il a fait pour avoir des gosses et une femme et des gosses, Heimdall ? Parce qu'il a un fils dans Thor 4. Tu sais, qui a un visage qui flotte dans le... T'as pas oublié quand même. Tu sais, le soleil des Teletubbies, là, tu sais. J'essayais d'oublier. Non, mais je pense que c'est parce que c'est une divinité, donc en soi, l'opération du Saint-Esprit, quoi. Ouais. Je suis même pas sûr qu'il ait une femme. Ou alors sa femme lui rend visite, tu vois, pendant le boulot et personne ne le sait. C'est le seul à tout voir, les autres, ils voient rien. Ah, c'est Big Brother. Hein. Ouais, si ça se trouve, il l'emmène dans d'autres... faire le tour des planètes. En soum-soum, dododin, là. Viens bébé, on va à Vegas. La scène de l'attaque d'Asgard est plutôt pas mal, puisqu'elle est réalisée par les gens qui ont fait les effets spéciaux, donc au moins c'est pas Alan Taylor qui tire la caméra. Ouais, ça dure pas assez longtemps, en fait, mais j'aime bien. Déjà, je préfère Asgard dans ce film-là, il n'y a pas photo, ça fait moins cheap, ça fait moins île qui flotte dans l'espace comme ça. C'est-à-dire que derrière, tu vois qu'il y a des montagnes, il y a de la vie derrière la ville d'Asgard. Tu sens que c'est pas juste une ville et rien d'autre. C'est pas la ville de Kandor dans une bouteille. Ouais. Mais par contre, l'armée d'Asgard ne sert jamais à rien. Ah, mais elle est nulle. Elle est nulle, l'armée d'Asgard. Ils sont là avec leurs petites épées, là. Les autres, ils ont des piou-piou laser, ils ont des grenades qui créent des trous noirs et tout dans le truc. Et puis des armures complètes, quoi. Ouais, aussi. Mais ils sont nuls, quoi. Odin, franchement, qu'est-ce que tu fous, là ? Il faut armer tes hommes. Et puis je me demande comment il a gagné autant de guerres pour ramener la paix dans la galaxie. Ouais, et puis il te faut des nukes. Où sont tes nukes, mec ? Il n'y en a pas, là. D'ailleurs, les Anglais, pourquoi ils n'ont pas nuke le vaisseau de Malekith ? Parce que je tiens à rappeler que dans Avengers, le Conseil mondial avait décidé de nuke New York en 2 minutes chrono après l'invasion alien. Mais c'est Londres. Donc, en plus, il y aura encore d'autres choses à Londres. Hein. Il y aura quoi à Londres ? Far From Home. Moon Knight ? Moon Knight, c'est pas à Londres ? Si, t'as raison. Bah si, Moon Knight, c'est à Londres. Il fait un accent anglais et tout. Oui, bien sûr. Ouais, quand même, Max, là, tout de même. Oui. Non, parce que pour moi, ta série préférée. Moon Knight, c'est New York, donc... Ta série préférée. Ouais, attends, c'est bien à Londres, on est d'accord ? Oui, c'est à Londres. Ouais. Ok, je suis pas fou. Il travaille au musée, il y a les bus et tout. Oui, si je me souviens. Loki est en déprime, il a détruit sa chambre d'hôtel comme une rockstar. Et Thor lui propose de faire équipe. Et mon Dieu, merci, parce que putain... Ouais, on attendait ça. Ouais, mais sans Loki, on s'ennuie un peu. Hein. Il change la dynamique totalement du film, parce que en fait, il vanne Thor pendant toutes les scènes où il est là. Et au final, il est pas tant que ça là, parce qu'il meurt quand même pas mal de temps avant la fin du film. Hein. Ouais, mais il a quand même tous ces passages-là où il est très présent. Il y a et ensuite, il meurt, on le voit plus jusqu'à la fin. C'est souvent des scènes où il est seul, en fait. Ou alors, il a une interaction avec un perso, et puis après, il est seul encore. Mais par contre, j'adore, on y va y venir, mais le petit caméo de Chris Evans. Caméo de Chris Evans, qui est là, qui est venu prendre son petit chèque, qui a l'air de s'amuser à jouer Loki. Ouais, c'est excellent. Ouais, ça avait... C'était encore à l'époque où on n'était pas habitué. Oui, on n'était pas habitué à ça, t'as raison. C'était le moment où justement toutes ces mécaniques-là se mettaient en place et que c'était encore des vraies surprises, quoi. Parce que c'était pas annoncé avant le film. Et ça, ils oseraient plus le faire, tu vois, de nos jours. Que dans un film post-Endgame, il y ait un caméo de Captain America dans un Captain Marvel où il apparaît comme ça. Alors, juste pour faire ça. C'était vicieux, mais le film s'y prête, c'est Deadpool et Wolverine où t'as... Ouais, mais là, c'est pas Captain America. Non, je parlais de Captain, en l'occurrence. Ah, Captain, non. Ou même un caméo de Robert Downey Jr. dans un film qui apparaît joué par Loki, en fait. Alors que techniquement, il pourrait. Puis Jane, la pauvre, elle met des claques à tout le monde, mais elle tombe dans les pommes toutes les 2 secondes. En fait, mais en fait, tu vois, c'est marrant parce que moi, dans ce film-là, enfin dans mon souvenir du coup, de mon unique visionnage du film, vraiment, elle n'était quasiment pas présente du film parce que tout le film, elle était endormie en stase, en observation par rapport à justement à l'été. Alors qu'en fait, elle est vachement elle est vachement plus présente que ce que je croyais. Ça m'a vachement surpris. Elle a un rôle important, mais c'est juste que pendant une bonne partie du film, elle tombe dans les vapes toutes les 2 secondes et c'est un peu... On sait même pas en fait techniquement
ce que l'Éther fait, parce qu'elle tombe dans les pommes, ensuite elle va très bien, elle est en forme, elle peut courir, elle peut faire des trucs, ensuite elle retombe dans les pommes, et ensuite, en fait, techniquement, bon, si t'es empoisonné, t'es mal. Bah, déjà, tu vois une courbe descendante dans ton énergie, c'est un truc qui draine ton énergie, ou je sais pas quoi. C'est un peu bizarre, ouais. Loki fait semblant de trahir Thor, et Nathalie expulse son truc visqueux. Jane. J'avais juste envie de dire la phrase Nathalie expulse son truc visqueux, voilà. Cette planète est particulièrement moche. On dirait que c'est le DCU. Il y a un peu de ça. On l'avait déjà dit dans le film précédent, mais les 2 premiers Thor ressemblent vachement à ce que le DCU avait proposé. Bah parce que c'est des dieux et des monstres, quoi. Ouais. Thor, c'est des dieux et des monstres plus que... Ah, ça a place avec Wonder Woman et Aquaman, quoi. C'est exactement la même chose. Et le pire, c'est que dans la DA, il y a un peu de ça aussi dans ce film. Tout à fait. Ça ressemble à Et encore, je dirais quand même que Aquaman et Wonder Woman sont mieux réalisés que ce film. Il y a quand même plus de plans iconiques. C'est quand même déjà... il y a des vrais réalisateurs de films derrière la caméra, quoi. Voilà. Que t'aimes ou que t'aimes pas, James Wan, je suis désolé, il propose quelque chose que tu vois pas ailleurs, quoi. Donc Loki se sacrifie pour l'instant. T'y croyais, toi? En vrai, moi, j'ai le souvenir qu'après Avengers 1, je m'étais dit, en fait, il a eu son pic, quoi. Et là, c'est un peu son chant du cygne dans Thor 2. Au final, pas du tout, mais... Alors maintenant, il est dieu des timelines. Bah, c'est ça. Donc, son pic, c'est quand, en fait? Comment tu pouvais imaginer à cette époque-là qu'il allait devenir le dieu des timelines et qu'il allait avoir encore toutes ses backstories et qu'il allait encore mourir 2 ou 3 fois, quoi. Il a même pas encore commencé d'atteindre son pic. C'est ça. Mais moi, je pensais pas qu'il aurait autant d'importance dans le MCU, Loki. Mais en même temps, après son arrivée au Comic-Con, Tom Hiddleston, qui était vraiment le chouchou de toutes les ados de cette époque-là, voilà, c'était lui et Cumberbatch à l'époque, les deux. C'était. Cumberbatch arrive en 2014, donc oui, c'est ça. Hein. Non, mais je veux dire de cette époque-là, les filles qui aimaient les mecs un peu intelligents et tout, c'était Hiddleston et Cumberbatch, les deux. Sherlock et Loki. Ouais, voilà. Et donc, si t'avais tué Loki, je pense que les gens auraient dit moi, je regarde plus le MCU à cette époque-là à cause de ça. Donc, moi, j'y ai jamais cru. Que Loki était mort. Surtout que c'est Loki, quoi. Moi, je pense que j'ai un peu de naïveté encore. Même dans Endgame, je me suis dit, il va apparaître à la fin du film. Infinity War, c'est quand même la ouverture. War, je suis désolé, moi, j'y ai cru. Ouais, là, mais il y avait quand même une partie de moi qui me disait... Et au final, c'est le cas, il est vraiment mort. Ouais, mais il est vraiment mort. S'il revenait, ce serait pas choquant parce que c'est Loki. Mais c'est Loki, c'est ça. Comme le Joker. Le Joker, il tombe d'un hélicoptère et il y a une explosion pas possible dans une usine nucléaire. Et le Joker, il réapparaît dans le tome 5 épisodes plus tard. Et là, genre, c'est clair. J'étais pas mort, en fait. Je dis, mais mec, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est expliqué parce qu'ils disent que comme il est tombé dans l'acide, il ressent plus la douleur et des trucs comme ça. Mais il y est moins sensible. Ouais. C'est surtout parce qu'il s'est tellement fait frapper par Batman que son système nerveux ne répond plus. ne répond plus du tout. Erreur 404, le système nerveux du Joker. Thor abandonne le corps de son frère sur une planète sans nom, une tombe anonyme. Et entre nous, c'est ce qu'il méritait. Voilà. Non, mais j'oublie pas quand même. Le mec a essayé d'envahir la Terre, quoi. N'oublie pas. Voilà. Loki, tu te rachèteras plus tard. Il y a un moment marrant avec Eric où il dit t'as pas ramené ton frère? Non. Ah, tant mieux, ouais. Tu sens qu'il a été traumatisé. Hein. C'est vraiment un poison, Loki, en même temps. Ah, mais moi, j'en veux pas. Hein. Je veux pas qu'il soit sur ma planète, Loki. C'est Japon. D'ailleurs, il faudrait toujours que quelqu'un soit sûr que Loki soit pas sur la planète. Quoi. Oui. Il faudrait qu'on s'assure que Loki soit pas là. Un mec qui surveille Loki. Et il peut se déguiser en n'importe qui. Il peut se dédoubler, il peut manipuler tout le monde. Et puis il arrive même à esquiver Heimdall. Donc il empoisonne, il tue avec des couteaux. Enfin, c'est un gars, on peut pas lui faire confiance. Il arrive en Allemagne, et le premier truc qu'il dit à tout le monde, c'est de se mettre à genoux. Je suis le dieu, quoi. Tu fais, mec, t'es en Allemagne, et quand même, choisis un autre pays, putain. C'est vrai qu'il a fait ça. Quand même. Darcy sort Selvig de l'HP, donc c'était la grosse quête secondaire du film. Oui. C'est lui le vrai génie du MCU à ce moment-là, en fait. Le génie humain qui n'a pas de super pouvoir. Le génie des étoiles, on va dire. C'est vrai. Il réapparaît par la suite. Il n'a pas une apparition dans Avengers 2 ? Je suis sûr qu'il réapparaît, mais alors où ?
Il réapparaît dans Avengers Age of Ultron et ça, dans Thor Love and Thunder aussi. Je me souvenais pas qu'on le revoyait dans Thunder, mais Love and Thunder, mais j'ai le souvenir de l'avoir vu dans Age of Ultron, ouais. Et tu seras ravi d'apprendre qu'il a été blippé. Donc voilà. Thanos l'a tué pendant le blip. En 5 ans. C'est pour ça qu'il n'a pas vieilli. Tous les personnages un peu vieux, ils ont été blippés pour pas que ça se remarque trop. C'est sûr. Malekith débarque à Londres avec son gros vaisseau qui est plutôt stylé en vrai. Il est pas mal. Il a un ascenseur, et tout, c'est quand même. Il est pas mal, on est d'accord. Donc l'idée de se téléporter un peu partout là, avec Miu Miu qui a du mal à suivre, elle est bonne l'idée, mais on retourne que sur des planètes toutes moches plutôt que d'aller dans des endroits plus fun. Et en fait, c'est pas fun, hein, ça c'est vivement sûr. que James Gunn arrive, parce que là, James Gunn, on lui donne la possibilité de se téléporter entre chaque planète. Je peux te dire qu'il fait... Chaque planète, elle est foisonnante d'une idée différente. Quoi. Ouais. Là, c'est vraiment le truc random au possible pour chaque... C'était la planète de glace, la planète verte, la planète rouge, la planète de lave. C'est bon. La planète noire. Ouais, elles sont... Enfin, il n'y a rien d'intéressant. C'est très générique et du coup très oubliable. Et c'est pour ça que le film n'est pas mauvais, mais oubliable, quoi. Enfin, il n'est pas mémorable du tout. C'est trop dommage, quoi. Enlève Hiddleston du film et... là, c'est vraiment le mauvais film. Ouais, t'as pas grand-chose, en fait. Parce que le premier film avait quand même un petit côté charmant, parce que... Justement, le côté un peu... C'est un peu une comédie. Romance d'adolescent entre Jane et Thor fonctionnait bien. Il y avait tout le côté vraiment très shakespearien. Alors que là, c'est plus classique hollywoodien. Il faut qu'on aille chercher le MacGuffin, il faut qu'on récupère le petit objet, le truc muche. Et au final... On est vachement plus dans de la fantasy que dans de la SF. Ouais. Et Thor, je pense qu'au cinéma, et c'est ce qu'on a vu par la suite, il se prête vachement plus à la SF de nos jours que à du mythologique plus ancien, plus fantasy, pas Tolkien, mais tu vois, ce genre d'univers qui sont plus classiques dans la fantasy. Je pense que s'ils veulent un jour refaire un film Thor sans Waititi, il faut prendre le meilleur des deux mondes, en fait. Plutôt que d'aller à fond full SF comédie comme Waititi le fait, ou d'aller à fond dans Game of Thrones, tu prends un peu des deux. Je trouvais que dans Ragnarok, il y avait un bon compromis. Ouais, mais Ragnarok, c'est un film Avengers 2.0. Tu vois, c'est Banner et Thor. C'est une aventure. Ça n'a rien à voir avec un film Thor, en fait, techniquement, avec les films précédents. Ouais, mais qui quand même continue de travailler toute la mythologie autour du personnage. Ouais, parce qu'elle est là, quoi. Mais sinon, et même elle est complètement séparée du plot pendant tout le film. Ouais, elle est vraiment elle à part. Sur Asgard à part, pendant qu'ils ont des aventures rock'n'roll dans l'espace. Donc... c'est quand même assez différent, mais moi, personnellement, je pense que Thor va mourir dans Doomsday. Peut-être pas Doomsday, peut-être celui d'après. Mais moi, je pense que c'est dans celui-là qu'il va mourir. Parce qu'en fait, on va pas avoir un blip. Il faut un shock value à la fin du premier film. Et je pense que la mort d'un personnage comme Thor, c'est vraiment un motif de motivation pour tous les autres, en fait. Parce que c'est un des derniers liants, tu vois, de tous ceux qui ont été, qui sont maintenant ou qui sont tout court, parce qu'en fait, tout le monde connaît Thor, il est connu depuis Avengers du monde entier, donc en fait, en termes d'impact, quel que soit le super-héros qui sera impliqué, il aura envie d'aller venger, enfin pas venger, mais en tout cas arrêter celui qui a tué Thor, quoi. Et je trouvais que ça aurait du sens. Et quand tu vois le peu d'images qu'on a vues pour l'instant, ça fait quand même très chant du cygne pour lui, quoi. Ouais, je le verrais même mourir au début du film aussi, à la Loki. Ah, ça, je pense pas. Ça, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une mort de fin de film vraiment qui te déchire et qui fait que tu t'en souviens, quoi. Là, on a l'impression que c'est un des tout premiers qui va interagir avec Doom. Quand on voit ce qu'on a vu. Mais tout à fait, ce qu'on lit, ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vu, plus les mini-teasers. On a cette impression que Thor est un des tout premiers à interagir avec Doom. Donc ce sera intéressant de voir s'il va voir le visage de Doom et voir que c'est Tony Stark. Ou, tu vois, il pourrait être tué parce qu'il voit son visage ou quelque chose comme ça. Enfin, Parce que en fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il va bien falloir que Robert Downey Jr. monte son visage un jour ou l'autre. Tu vois, il va pas faire tout le film le justifier avec un masque. Et il faut qu'il y ait la grande révélation. Et il faut que ce soit des personnages avec qui il a un lien
Tout à fait. Donc, et c'est un des seuls. C'est Pepper, Bon, c'est Pepper, Spidey, Happy. Et Captain, du coup. Et Thor, et Captain, il va revenir. Donc, mais sinon, il y a même plus, il y a plus Natasha, il y a Rhodey encore, voilà. Mais des personnages Avengers, il y a que Thor. Hein, très peu. Ouais. Thor a vécu la perte de Tony vraiment sur le long terme. Il s'est vraiment, voilà. Il a pas l'air de l'avoir trop mal vécu d'ailleurs. La mort de Tony, ça va. C'est pas. Ça n'a pas été travaillé en tout cas. En vrai, Thor dans les Avengers, il a vraiment aucun vrai pote en dehors de Banner avec le recul. Il y a Rocket. Ouais, mais je parle vraiment les Avengers, la base, le premier groupe, il a pas. Ils sont tous un peu liés entre eux, tu vois. Mais Thor, c'est un peu Banner, le personnage avec qui, et c'est que grâce à Ragnarok qu'ensuite il a au final une relation intéressante avec Banner, qui est techniquement plus intéressante quand il est Hulk que quand il est Banner. Donc en fait, il a une vraie relation avec Hulk. Le seul avec qui il s'entend vraiment, son vrai pote, c'est Hulk. Quoi. Et en même temps, c'est les deux cons de l'équipe, donc c'est pas. C'est vrai qu'il est vraiment à part, sinon t'as raison. Ouais. Il n'y a pas un vrai lien. Je veux dire, pour moi, des scènes entre Tony et Thor. T'en as, mais disons que c'est pas. T'en as quand ils sont en groupe. Ouais, c'est ça. T'en as pas juste les deux dans une pièce. Ou alors c'est une petite remarque. Il n'était pas là pour Civil War. Peut-être Cap et Thor ont des scènes ensemble. En fait, c'est toujours Thor dans des scènes de groupe, mais il n'a pas les moments comme Banner et Natasha, comme Natasha et Clint, tu vois, genre. Parce qu'il n'est pas humain. Donc comme Cap et Tony, où il y a vraiment des liens entre chacun des personnages. Lui, il est juste là, quoi. C'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il est pote avec Rocket, avec Groot aussi, bien sûr. Avec les gardiens. L'arbre, comme il l'appelle. C'est le lapin et l'arbre. Ouais. Parce que tu vois, même ses interactions avec Peter Quill, ouais, voilà. Quill, sont géniales, il y a déjà largement plus de choses qu'avec les Tony, quoi. Mais ce qui est logique en même temps, parce bien que sûr. Bon, c'est les Avengers, mais de l'espace. Donc c'est un peu ça plus lui parle que plus. Thor. Thor a toujours fait tâche un peu. Oui. On en parlait, hein, même dans le premier Avengers, c'est un personnage qui est le seul à avoir. C'est le seul qui arrive avec une cape déjà. Ouais, c'est le seul qui a une cape, qui a des pouvoirs à la Superman, où il peut voler, il peut envoyer des éclairs, tu vois. Voilà. Les autres, c'est une armure, c'est un arc. Des pouvoirs qui s'expliquent moins, ouais. Parce que même Captain, c'est un super sérum, ok, c'est scientifique. Ouais, il est juste super fort, c'est tout. C'est Steve Austin, on peut l'améliorer. Austin. Ouais, c'est ça. Stone Cold. Non, non, je parle de Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Oui, je sais. Ah, ça me rajeunit tout ça. Donc le truc visqueux, là, il est censé pouvoir changer la réalité, mais au final, un bon coup de marteau et c'est terminé. Et c'est terminé. Un marteau et un truc qui permet de téléporter. Il n'y a rien d'épique. Non. C'est anticlimatique. Hein, ouais, c'est genre. En fait, il règle le problème, la même chose. Il a réglé le problème du Korg au début du film, c'est la même chose. Il tape avec son marteau. En un coup, voilà. c'est vrai. Ouais. Alors que contre Hela, c'est très intéressant ce qu'il fait. C'est vachement plus. Il demande limite. Il crée en fait, il réveille le diable pour tuer sa demi-sœur. Et donc, c'est un diable géant fait de lave qui la tue. Ça, c'est un finish move. Et ça, c'est un vrai méchant de Thor, quoi. C'est sûr, c'est quand même autre chose que Malekith, quoi. Alors que là, techniquement, en plus, c'est Eric qui tue Malekith. Ouais. C'est lui qui téléporte le vaisseau sur Malekith. Parce que sinon, il aurait vécu sur la planète sans bras, comme ça, comme un con. Il était parti pour vivre sur une planète déserte sans bras. Une vie de errance. Ouais, ça t'apprendra d'avoir quitté Doctor Who aussitôt. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Et surtout, il veut pas revenir. J'aimerais bien qu'il revienne, moi, un de ces quatre, comme ça. Là, ils galèrent à trouver quelqu'un. Ils vont galérer à trouver quelqu'un. Ouais, on sait même pas si c'est en vie encore Doctor Who, là, actuellement. Thor refuse le trône d'Odin, qui a l'air d'accepter ça très facilement. Sauf qu'en fait, non. C'était Loki depuis le début. Super idée, ça. Très bonne super idée. En fait, c'est peut-être la meilleure scène du film. Ah oui. Non, en vrai, je vais te lister les meilleures scènes du film. C'est l'attaque d'Asgard. C'est Loki avec sa mère et Loki avec Thor quand il est en prison. Quand on voit qu'en fait, il ment il a détruit il a du sang sur les pieds, il a du sang sur les mains. En fait, il a pété un câble, quoi. Et le fait qu'il accepte d'abaisser la coquille quand Thor lui dit je sais que tu mens, et il le fait, et ça c'est une très bonne scène. Et sinon c'est cette scène là en fait, donc ça fait 3 scènes, quoi. Et c'est pas non plus les scènes les plus mémorables de l'histoire du MCU en général, donc mais j'ai aucune
haine contre ce Non, c'est pareil. Et le revoir après ce qui était pas agréable, mais pas loin, parce qu'en fait, je le redécouvrais presque. Donc, même si effectivement, tu te fais un peu chier, hein, honnêtement, on n'est pas sur le film le plus transcendant du MCU, mais oui, c'est un peu inoffensif, quoi. Ouais. Et Thor aura quand même un joli glow-up avec des défauts, hein, mais un glow-up Cooper. inattendu dans le MCU. Hein. Cooper, tu es gentil. Oui, gentil. Ouais, Ragnarok est quand même un peu plus, Puis même, un peu plus pour intéressant. Endgame, hein, il a une trajectoire très intéressante, moi, je trouve. En fait, je trouve qu'un des problèmes qu'ils ont eu avec Thor, c'est que plutôt que de faire Love and Thunder et Guardians 3, ils auraient dû faire les Asgardians of the Galaxy. Mais le problème, c'est que tu dois choisir un des deux réalisateurs. Et moi, personnellement... Ouais, c'est James Gunn, techniquement. Oui. Mais en même temps, Waititi, il avait fait un super bon film, donc tu as aussi envie qu'il continue. Tu vois, j'aurais pu imaginer un truc où Gunn était à la réal et les deux au scénario. Ouais. Tu vois, ça aurait pu s'entendre. Ou même... Après, j'aime beaucoup Guardians 3. Waititi en deuxième équipe, tu vois. J'aime vraiment beaucoup Guardians 3, donc ça me dérange pas. Moi, je suis pas déçu. Hein. Mais c'est vrai qu'ils ont raté, ils ont raté quelque chose. Ouais, une petite aventure entre les Guardians et Thor. Bon, après, c'est vrai que le truc, c'est que quand t'as Thor, t'as pas besoin d'avoir une équipe parce que t'as Thor. Ouais, mais c'est le fait que t'aies ce Thor-là dans une équipe qui est intéressant. Puis la dynamique avec Peter Quill est super bien aussi. Ouais, c'est un peu dommage, mais pour en revenir à Thor, The Dark Thor, il y a Benicio del Toro qui est là et il récupère le truc visqueux pour sa collection. Et j'ai toujours trouvé ça un peu étrange que Odin le file à un vendeur d'art. En fait, le truc, c'est que le collectionneur, c'est une entité un peu cosmique, tu vois. Genre, il a quand même une aura de personnes très puissantes dans l'univers Marvel. Donc, que Odin se tourne vers lui. Ouais, mais il emprisonne des gens. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que en le mettant là, il est plus ou moins sûr qu'il en sortira pas. Ouais, ça, je me doute. C'est un peu une prison. Au final, ça n'a pas marché. Mais... C'est un musée privé, donc en fait, il est censé être plus ou moins bien gardé. Et l'idée, je trouve que l'idée de ne pas avoir deux pierres au même endroit a plutôt du sens, tu vois, dans la logique d'Odin. Alors après, le donner au collectionneur, je suis d'accord que c'est plus questionnable, mais l'idée de base n'est pas mauvaise. Ouais. Déjà, j'aime bien, c'est que on nous fait croire que Benicio del Toro va partir dans un délire. La quête. Ouais, va récupérer toutes les pierres, alors qu'en fait, marrant, ça. Non. Il en récupère presque une deuxième dans Guardians, mais finalement, il le fait pas parce qu'il traite mal ses employés. C'est vrai. C'est la seule raison. Et il meurt dans Infinity War. Et j'imagine que c'était pas prévu, mais en même temps, c'est les mêmes scénaristes que Infinity War qui ont bossé sur ça. Donc j'imagine que ça a dû être pensé, le fait qu'un jour, les Guardians et Thanos se retrouveraient à cet endroit. Peut-être pas les Guardians, mais qu'en tout cas, dans les plots des Avengers suivants, ils aient besoin de repasser chez le collectionneur pour... Ouais, mais je pense qu'ils avaient décidé aussi de mettre les Guardians dans la scène, parce que de toute façon, était déjà en production. Si t'as Thanos, les liens qu'il a avec ses deux filles adoptives, entre guillemets, t'es obligé d'avoir les Guardians dans le film Avengers au final, parce que tu peux pas te passer de Gamora et voilà, tu peux pas Nebula, Gamora, si tu les enlèves dans une histoire où il y a Thanos en personnage principal, ce serait quand même un peu étrange. Ce serait frustrant. Mais en gros, c'est plus ou moins un musée qui file à un autre musée, quand tu réfléchis. C'est ça. Oui, c'est vrai. Odin, il a son petit musée, le collectionneur, c'est son petit musée. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de Thor The Dark Thor avant qu'on ferme boutique? Comme je disais, j'ai été pas déçu de le redécouvrir parce que c'était intéressant, tu vois, j'avais le souvenir d'Endgame qui était passé par là, me dire peut-être qu'il y a quand même de l'intérêt à le revisiter. Au final, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu oubliable, mais en même temps, il y a Loki qui fait le taf et en fait, moi, ça me sauve un peu le tout et j'arrive quand même à passer un pas trop mauvais moment, même si, comme j'ai dit, on se fait chier, quoi. Mais Loki est là et ça, c'est cool. Et Thor, qui a une vraie gueule de Thor et du coup, qui est aussi plus... en fait, l'un ne va pas sans l'autre, je trouve. Il y a vraiment ce duo-là, comme tu as dit, quand il arrive à ce moment-là dans le film, quand il y a vraiment ce team-up qui se met en place, la dynamique du film, elle change complètement et c'est vachement plus intéressant, quoi. Et une fois qu'il est plus là, ça redevient moins intéressant. Exactement. Ouais. C'est un peu un problème. Mais en même temps, ce film est très important pour beaucoup de choses. Bien sûr. Le Tesseract n'était pas censé être une pierre de l'infini à l'origine. Là, c'est clairement écrit comme étant une pierre de l'infini dès le début. Ouais.
Il faut expliquer comment Loki se retrouve hors de prison, la perte de leur mère aussi, qui est importante quand même. Mais sinon, c'est vrai que... imagine là, ils avaient fait un Ragnarok et ils avaient enchaîné ça avec Guardians. Que là, dans la phase 2, on est Ragnarok et Guardians d'affilée. Je peux te dire que ça aurait une autre gueule que The Dark World. Ouais, après, je pense que le fait qu'il y ait eu Thor 2 permet que Thor 3 puisse tout casser. S'il y avait eu que Thor 1, ça aurait été un peu on réécrit le personnage parce qu'on sent qu'on s'est planté. Alors que là, il y a vraiment une espèce de suite logique où en fait, Thor, il va changer de direction complètement parce qu'il s'affirme et qu'il évolue au contact des gens avec qui il est, tu vois. Et genre, ouais, j'arrive à apprécier Thor 2 pour la continuité que ça apporte à Thor par la suite. Ouais, et puis t'avais besoin d'un Guardians pour avoir Ragnarok, en fait. Ouais. T'avais besoin pour imposer une autre patte. Que quelqu'un prouve qu'on pouvait faire autre chose que le classique. Et puis ouvrir un peu ce monde, quoi, parce qu'on était quand même un peu en vase clos, à part Thor. Sinon, là, on voit 3-4 planètes et au final, on sait que c'est vide, quoi. Il n'y a pas de vie sur ces planètes. Alors que tu prends les Gardiens, tout a l'air... Il n'y a qu'une seule ville dans tous les 2 premiers films, dans tous les endroits où on va. C'est-à-dire que même chez les géants de glace, ils n'ont pas une énorme ville faite. Ils vivent dans la banquise. Ouais, ils ça, sur les icebergs. Ouais, c'est ça, ils s'en foutent complètement. Alors que Guardians, t'as Nowhere, même la prison, il y a plus de vie, tu vois. Puis par la suite, on va littéralement sur des planètes. On va sur Ego, quoi, tu vois. Donc déjà, c'est encore... en termes de concept de SF, on est bien, quoi. Alors que là, ouais, le côté médiéval, on s'en tape un peu et... c'est un peu daté, je trouve, dans l'univers du MCU, quoi. En fait, c'est bien pour un film, mais après, il faut s'en détacher, quoi. Il faut ouvrir les vannes, quoi. Il faut aller dans le cosmique. Et Thor n'est rien d'autre qu'un personnage cosmique, donc en fait, il faut y aller, quoi. On n'a rien eu de médiéval depuis, dans le genre, je veux dire. Médiéval, fantasy... si, mais sur Disney+, avec Werewolf by Night. Qui, mais je te parle vraiment des films, des trucs que les gens ont vus, quoi. Parce que tu reviens toujours à Werewolf by Night. Mais parce que c'est bien. C'est bien, mais en même temps, c'est un truc d'1 heure que personne n'a vu, quoi. Donc... Oui, comme Punisher, quoi. Voilà. Punisher, je l'ai pas vu encore. On devait en parler dans cet épisode, mais j'ai pas encore... Mais ouais, non, Thor 2... Il sera pas tout en bas, c'est clair. Si on doit faire un classement, il sera pas tout en bas. Mais il sera pas tout en haut non plus. Non, c'est limite la définition même du film moyen, médiocre, un peu. Du MCU, voilà. Film moyen, je dirais pas médiocre, je dirais moyen. Médiocre, c'est aussi... Il y a un bon casting. Ouais, non, mais médiocre, c'est aussi quand tu peux faire mieux et que tu ne fais rien. Et d'accord. Au final, c'est ça un peu la médiocrité, en fait, moi, dans ma définition. Oh, t'as raison. C'est plus, on va faire le minimum syndical, et donc ça fait un film moyen, ni offensant, ni très bon. Et c'est pour ça que là, on est même pas à 1 heure d'épisode, on a déjà fini le film, tu vois. C'est que vraiment, il n'y a rien à dire dessus. Il y a un autre bout à enregistrer. Mais l'autre bout, il dure 5 minutes. Ouais, c'est vrai que Thor 2, en plus, ça va tout droit, quoi. Enfin, on l'a vu en se faisant le film. Enfin, genre, c'est... Ouais, il n'y a pas d'énormes rebondissements, il n'y a pas beaucoup de caméos ou de personnages de clin d'œil, il n'y a pas... En fait, on en a c'est parlé, une aventure classique. Il y a Chris Evans qui fait une apparition, et puis après, on est... Ouais, mais après, j'ai pas envie qu'il y ait trop de caméos non plus, mais je veux dire, quand tu regardes Ragnarok, je sais pas, on te propose des races différentes, on te propose du Jeff Goldblum, on te propose, tu sais, des trucs un peu... En termes de jeu, déjà, c'est autre chose. Ouais. Karl Urban, en un film, il est plus marquant que tous les trucs, tous les autres, là, tous les compagnons de Thierry Lafronde, là. Tous réunis, ils sont moins intéressants que Karl Urban. Attends, il est des AK-47, donc... Non, c'est même pas, c'est des mitraillettes, quoi. Mais il est avec ses mitraillettes à la fin du film. Ah oui, mais même, je veux dire, il a un arc vraiment défini, c'est le traître, et ensuite, voilà, mais... Avec sa rédemption. Ouais, il a sa rédemption. Au moins, il a un minimum d'arc. Personnage. Il est marrant. Hein, il est marrant. Alors il est marrant. Lourdingue, quoi. Charismatique. Mais là, moi, je suis toujours content de voir Darcy et tout, mais... Ouais, mais ils sont sous-utilisés aussi. Il y a, à la limite, il y a Salvig qui est un peu plus intéressant parce que pour le coup, on lui donne un vrai rôle dans l'histoire, mais tu pourrais enlever Darcy, ça changerait pas grand-chose. Jane pourrait trouver tous les trucs toute seule, enfin... Et puis même Jane, quoi, c'est très frustrant et c'est pour ça qu'on l'a pas revu avant Thor 4. C'est parce que ils savaient pas quoi en faire. J'étais même très surpris quand ils ont annoncé que Nathalie Portman, en dehors du fait qu'elle est la nouvelle Thor ou quoi que ce soit. Elle est revenue juste pour ça. Hein. Ouais.
Elle est revenue parce qu'elle savait qu'elle allait pouvoir incarner Thor au féminin, point. Ouais, mais je veux dire, c'est juste très intéressant de voir que Waititi s'est dit bah là, dans ce film-là, j'ai décidé que. Parce que Jane Foster, on aurait pu la mettre de côté et ne plus jamais en parler. Hein. Je veux dire, c'est ce qu'ils ont un peu fait quand même pendant un moment, hein, où ils disaient ma copine Jane, je la vois plus trop et tout. Dans Age of Ultron, où ils en parlent, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc là, quand tu vois la fin du film, il abandonne le trône, il va la rejoindre. T'as l'impression qu'ils se sont jamais pris la tête une seule fois, qu'ils s'aiment vraiment. Elle le regarde avec des yeux d'amour. Et il y a la scène post-générique en plus. Et dans le film d'après, ouais. D'ailleurs, c'est pas elle qui l'embrasse. C'est sa femme, c'est ça? Ouais, c'est sa femme, ouais. Parce que Nathalie était pas dispo ce jour-là. Je crois que c'était la même chose dans Thor 4, si je dis pas de bêtises, où il y a une scène où il est avec... je sais plus, enfin il y a un truc où je sais qu'elle avait joué aussi dans Thor 4, sa femme. Là, on peut pas imaginer, en regardant ce film, que déjà, elle va le larguer. Parce que, soi-disant, c'est quoi déjà? C'est parce qu'il est jamais présent ou un truc? Il est jamais présent, la lassitude. Ouais, mais c'est Thor, quoi. Quand c'est expliqué dans Thor 4, t'es là, mais c'est tarte. Alors qu'il y a un vrai potentiel, tu vois, comme voulait faire Patty Jenkins. Il y a un vrai côté. Si tu veux vraiment assumer le côté tragique, grande fresque shakespearienne, tu fais vraiment un Roméo et Juliette, quoi. Où à la fin du film, pour une raison, écrivant l'histoire autrement, où ils doivent, c'est déchirant, mais ils doivent se séparer, quoi. Pas forcément dans la mort, mais au moins que ils comprennent qu'ils sont pas faits l'un pour l'autre, mais qu'ils continuent à s'aimer, tu vois, qu'il y a un peu ce truc impossible. Là, c'est un triangle amoureux avec Heimdall, parce qu'il passe son temps à mater Nathalie Portman toute la journée. C'est lui qui l'accueille, d'ailleurs, dans Thor 4, au Valhalla. Ouais. Ils lui disent, pas ton moment, retourne là-bas. Là. Il a passé des heures à la regarder, donc il la connaît bien. C'est grave quand même que Thor, il vient le voir et il dit, tu peux regarder ce qu'elle fait Jane actuellement. Comment ça se passe quand elle est en train de faire caca, quoi? Il lui dit, elle est aux toilettes. Il lui dit, bon, là, c'est pas le moment. Tu repasseras plus tard. Ouais. Enfin, si, c'est le moment, parce que moi, j'aime bien regarder les gens faire caca. Le stalker, Heimdall le stalker. Super. Il y a eu des trucs, là, qui sont sortis. On a eu Punisher, on a eu Spider Noir, et puis sinon... Punisher, on en parlera sûrement quand on fera Spidey, parce que Punisher va apparaître, ça mérite pas un épisode entier. Donc... Clairement pas. D'accord. Il y a des choses à dire dessus, mais ça mérite pas un épisode entier. Et sur Patreon, on fera sûrement un Spider Noir, soit en deux épisodes, soit en un seul. Toi, t'as donc... Donne-moi ton petit avis, rapidement, sur les deux. Sur Punisher? Ouais, sur les deux, quoi. Spider Noir. Ah, Punisher et Spider Noir, deux personnages. Sans spoiler, hein, ouais, juste, bien sûr. Un petit teaser, quoi. Punisher, c'est pas du tout ma cam, mais j'ai trouvé ça super bien fichu et hyper rafraîchissant pour le MCU. C'est un bon coup de pied dans la fourmilière en mode bien bourrin et ça assume son personnage, mais ça n'a absolument rien à raconter de nouveau. Mais c'est bien fait, c'est le format qu'il faut, c'est bien bourrin, mais moi j'avoue, c'est pas ma cam du tout, quoi. Mais c'est très bien fait et ça se regarde vraiment bien. À part 2-3 défauts techniques dont tout le monde s'est moqué sur Internet à juste titre, mais des scènes pas très bien faites ou pas très bien filmées en termes de cascade. On ne sait pas si c'est une doublure ou si c'est un effet numérique, quoi. Enfin, c'est assez bizarre. Mais franchement, moi, j'ai été agréablement surpris par le côté viscéral et qui va droit au but, pour pas en dire trop. Bourrin, quoi. Bourrin, mais pas que, parce que vraiment, c'est PTSD le film, quoi. Ok. Et, c'est Iron Man 3, quoi. Un peu. et Spider Noir, pardon, c'est tout ce que tu attends de voir quand qu'on te propose une série Spider Noir, quoi. C'est Nicolas Cage qui fait son hommage au film noir dans son jeu, il s'éclate, il se fait super plaisir et Cage, il est jamais aussi bon que quand il se fait plaisir, mais qu'il a un vrai cadre. La reconstitution est vraiment bien fichue, l'utilisation du lore de Spidey est vraiment bonne. Donald Gleason est excellent. Genre, il y a des méchants qui sont réadaptés. Bien sûr. Ah ouais, vraiment, ils genre des trucs genre Octopus et des gens comme ça, quoi. Enfin, pas forcément Octopus. Non, t'as l'homme sable. Ok, donc t'as vraiment des réinventions. La Cat, c'est bien, ça. T'as vraiment plein de super idées. Et en plus de ça, sur la volonté de Cage, tu peux le voir en couleur ou en noir et blanc. Donc ça permet d'être accessible. Et c'était l'argument de Cage pour un public qui n'est pas forcément... très disposé à regarder du noir et blanc, t'as une version couleur et qui est travaillée pour la couleur, même si de base ça a été réfléchi en noir et blanc.
Ça marche très bien, c'est très beau. Je le regarderai en noir et blanc. Moi, je l'ai regardé entièrement en noir et blanc, et par curiosité, j'ai switché sur 2-3 scènes, notamment d'extérieur, quand tu as des balancements sur les fils, ou des combats, ou même des décors intérieurs, pour voir un petit peu à quoi ressemblait l'esthétique en couleur. Ça n'a pas grand intérêt en couleur, parce que tu sens que tout est très... T'as beaucoup de profondeur dans les plans et dans les couleurs. Du coup, c'est toujours très sombre dans tous les cas, mais t'as quand même de la couleur. Et c'est vraiment une super proposition. Et même si ça a visiblement coûté une demi-couille ouais, ça a l'air d'avoir à Amazon très cher. Et à Sony, surtout à Sony, ils ont bien utilisé pour une fois le Spider-Man. Et en plus de ça, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien à voir, quoi. Enfin, c'est vraiment ce que tu t'attends de voir quand... Mais il y a rien. Enfin, moi, j'ai rien de négatif à dire dessus, sans dire que c'est exceptionnel, que ça réinvente tout. C'est vraiment une super série, quoi. Ok. Voilà. Et donc, c'est le même Spidey que dans Into the Spider-Verse. Alors, il raconte qu'il a eu des aventures avec un cochon et ce genre de trucs. Il y a une phrase dans le tout premier épisode, dans l'introduction, où du coup Nicolas Cage parle en voix off et explique que, parce que du coup c'est Ben Reilly là, donc logiquement non, mais il dit. Est-ce que je suis dans d'autres univers, machin et tout. Enfin, il y a une espèce de phrase un peu méta comme ça qui est balancée au début. Ouais, parce que dans Spider-Verse, c'était Peter Parker. C'est ça. Ouais, donc c'est pas le même. C'est là où logiquement ils prennent un peu leur distance pour bien faire comprendre que c'est pas celui des films, mais en fait c'est Nicolas Cage qui le double, donc c'est le même personnage. Il le joue de la même manière que dans Into the Spider-Verse. Je pense qu'ils n'ont pas voulu qu'il y ait plusieurs Peter Parker en même temps aussi. Au cinéma. Mais je crois c'est la même chose qu'ils ont eu des problèmes avec Batman. Ils voulaient pas que Batman soit à la télé, par exemple. C'est pour ça que dans Gotham, dans Smallville, on parlait toujours faut qu'il y ait Batman, mais les droits, ils voulaient absolument pas qu'il y ait Batman pour pas que ça se chevauche avec les films, en fait. Quoi. Mais du coup, ce qui est cool, c'est qu'en prenant Ben Reilly, ils s'amusent avec le concept de l'araignée, ils font des choses intéressantes, et c'est tout en utilisant super bien le lore de Spider-Man, et franchement, c'est top. Si en plus vous avez lu les comics Spider-Noir, vous allez vous régaler. Et si vous avez jamais tenté et que vous avez juste vu dans le film, franchement, allez-y parce que c'est trop bien, quoi. Ah ça donne envie. Ouais, franchement, moi je suis très enthousiaste. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Ouais, ça serait cool. Rien d'autre, sinon. Les 8 épisodes sont sortis d'un coup, donc en plus on est encore un peu dans le moment où tout le monde regarde. Je pense que c'est le bon moment. Mais rien d'autre, sinon. Superwoman qui sort non, Supergirl pardon, et qui sort dans Superwoman. J'avais Wonder Woman en tête. Supergirl qui sort dans pas très longtemps, et puis après ça va enchaîner sur Spidey rapidement, c'est fin juillet, c'est fin juin je crois pour Supergirl, donc Supergirl, j'ai hâte parce que j'ai envie de voir un peu plus du DCU. Il y a une première image qui est sortie de Lex Luthor en armure. Ça, j'ai vu ça, pour le prochain. J'allais dire le prochain Man of Steel, mais c'est Legend. Comment il s'appelle? Man of Tomorrow. Ouais. Il a combien de noms, Superman? C'est beaucoup trop. Ouais, il en a beaucoup. Oui. Parce qu'il a le Boy Scout aussi. Il a l'ange de Metropolis, il n'y a pas ça aussi? Ah, c'est possible, ouais. Je vais regarder. Je vais voir. Parce qu'il doit y avoir une liste. Autant Batman, c'est The Cape Crusader, The Dark Knight. Ouais, c'est tout. Je crois que c'est tout. Plus Batman, quoi. The Last Son of Krypton. Oui. Bien sûr. Il y a le flou. C'est quoi le flou rouge? Le flou bleu? The Red Blur. The Red Blur, ouais. Mais ça, c'est Flash. Hein. Oui. Ouais. Non. Dans la série Smallville, il est appelé le flou. Je sais plus, il a un surnom comme ça. The Blur, ouais. Et sinon, c'est The Big Blue Boy Scout. Voilà. Il n'y a pas l'ange de Metropolis? The Metropolis Marvel. Ah, ok. Donc, il y a la merveille de Metropolis, ouais, c'est ça. The Champion of the Oppressed. Donc, ouais, il en a beaucoup. Oui. Attends, là, il est marqué top 10 des nicknames de Superman. Ça veut dire qu'il y en a plus de 10, quoi. Smallville, c'est vrai que... C'est comme ça qu'il est souvent... C'est que Lois qui l'appelle comme ça, Smallville. Il n'y a pas Perry White qui l'appelle comme ça aussi, de temps en temps? C'est possible, mais c'est souvent Lois, ouais. Parce qu'il est souvent ramené à sa condition de campagnard dans le journal. Donc, je pense qu'il n'y a pas que Lois, mais Lois l'appelle souvent comme ça. Ouais. En fait, à l'origine, il était censé aussi avoir un vrai accent du texte du Kansas, vraiment l'accent du Sud. Et c'est pour ça que Lois se moquait un peu de lui tout de suite quand elle l'a vu, parce qu'elle, c'est une fille de la ville. Et oui. Accent qu'il n'a pas d'ailleurs, je crois, quand il est en Superman. Non, quand il est en Superman, il a une voix qui est plus proche de Thor. Ouais. Pour ce qui est Batman, il y a Darling. Catwoman l'appelle tout le monde. Oh, The World's Greatest Detective. Ouais, c'est vrai. Oui, quand même. Plus grand détective du monde. Ouais, quand même. Joker l'appelle Dark Knight, souvent aussi. Batou, hein. Batsy en anglais, ouais. Ouais. Mais bon, il se présente pas genre... Mais t'es qui?
I'm the Great Crusader. I'm Vengeance. Alors que Thor, il a pas de surnom. Là, tu peux y aller. Sons of Odin à la limite, mais c'est tout quoi. Enfin, Odinson du coup. Te rappelles-tu de l'alias que Bruce Wayne utilise quand il infiltre le monde criminel? On en parle tout le temps. À chaque fois, je le relance et je te pose la question et à chaque fois, tu trouves pas. Non, je me souviens. C'est Match Malone, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu sais. Je sais pas pourquoi toi, c'était marqué par ce truc-là. Alors... Parce que c'est juste Bruce Wayne qui met des lunettes de soleil. Oui. Et une allumette dans sa bouche. Match Malone. Match Malone. Ça sonne bien après. Et voilà où on en est. Hein. On se fait tellement chier en parlant de Thor 2 qu'on est en train de chercher les surnoms des super-héros. Voilà. Et sinon, on a une première petite image teasée de loin sur un panel pour Vision Quest, donc cette série elle existe toujours. Ouais. Elle existe. Pour revenir à Lex Luthor, je suis content qu'on arrive à un moment où on le laisse être dans son armure, qui est un mélange de Master Chief et de Buzz l'éclair et de Mysterio aussi. Un peu, ouais. Avec le globe. Ouais. Et surtout à ses couleurs, là, le vert et le... Ah, il l'assume. Hein. De toute façon, James Gunn, il a toujours assumé. Et ça y est, là, on va enfin avoir Lex Luthor dans une armure qui va sûrement se prendre une branlée quand même par Superman, mais au moins il essaie. Ah bah il lâche pas. C'est ça qui est génial avec Lex Luthor, c'est qu'il essaie toujours. Mais je trouve ça cool qu'on le retrouve dès le deuxième film pour qu'il continue justement d'essayer. Ah ouais, ça aurait été triste. Et créer un vrai antagonisme avec sur le long terme. Quoi. Non, tu peux pas faire un film Superman sans Lex de mon point de vue. Bah surtout dans cet univers-là, hein, qui est très justement. C'est compliqué pour moi, tu vois, quand le Lex Luthor qui apparaît dans Batman v Superman est un personnage qui techniquement n'a aucun lien. Là, on sent qu'il y a une vraie haine de Lex Luthor envers Superman, alors que dans Batman v Superman, on dirait qu'il vient de découvrir Superman. Il y a pas une. Ce Lex aurait dû être dans Man of Steel, avoir un petit rôle. Il y aurait dû y avoir un Lex dans Man of Steel, en fait, de mon point de vue, pour qu'il y ait une vraie continuité, pour que le moment où il demande à Superman de se mettre à genoux devant lui, ce soit quelque chose qui est nourri par le passé. Exactement. Ouais, et là, c'est juste, c'est juste Mark Zuckerberg qui, tu vois, c'est trop rush en fait, c'est trop pressé. Il y a rien d'autre sinon. The Boys, t'as vu The Boys finalement? J'ai commencé, mais je suis pas du tout allé au bout encore. Ça m'est un peu pas fini The Boys. La série m'est un peu tombée des mains, donc faut que je la termine. Tu vas t'éclater. Hein. Ouais, j'imagine. Ah ouais, la saison, le dernier épisode, c'est dur. Hein. Ah oui. Ouais. Mais regarde pour te faire il faut ton idée. Il faut que j'aille au bout. Je me suis pas fait spoiler en plus pour une fois, donc. Il y a d'énormes problèmes dans cette saison. Mais je sais pas pourquoi. C'est ça qui m'intéresse, c'est que je suis encore préservé, donc pour une fois, tu verras, hein, ce sera assez clair. J'imagine. Dans le prochain épisode, on va vous parler de Thor, The Ragnator. The Ragnator. Et de Spider Noir sur Patreon, oui. Certainement. Ouais. Donc patreon.com/plan séquence si vous voulez écouter plein d'épisodes bonus, des commentaires audio, des photos de mon chat. Voilà. Si vous voulez aussi aimer des sauves qui peut. Des sauves qui peut, mon podcast perso, dans lequel on a parlé Stan Lee, on a parlé Superman, on a parlé quand même de choses des comics. Pour les gens qui aiment les comics, il y a des choses à aller croquer là-dedans aussi. Il y a des choses, donc n'hésitez pas à y aller. Sinon, du côté de la saga, de temps en temps, il y a des épisodes qui sortent. Voilà. Une fois par mois. Et il y a un nouveau format actuellement. On va faire plus de saga plus rapidement. Et donc, on a fait un épisode sur Sonic avec Punky, si ça vous intéresse. C'est du côté de la saga. Et sinon, je vais aller manger parce que j'ai pas mangé de la journée. Et j'en peux plus, là. Je crève la dalle. Je pourrais manger Cooper. Là, j'ai envie de le foutre dans le four et de régler le problème. Enlève les poils d'abord. Ouais, j'enlève les poils. Quand même. Pauvre Coupe. Pauvre Coupe. Oh, regarde-le, il est si mignon. C'est notre Endal à nous. Il voit tout. Et il peut pas parler. Et les yeux un peu jaunes comme lui. Hein. C'est vrai qu'il a le regard. Regarde, mais il m'aime ce chat. Et là, il vient de se mettre sur son dos pour t'offrir son ventre. C'est le moment de partir, Max. Oui. Je me sauve. À la prochaine, les amis. Salut. Salut.